Voilà, bienvenue tout le monde sur notre chaîne une fois de plus. Ici c'est Infinite Learner Podcast, comme je vous ai dit la dernière fois. C'est la toute première épisode de notre podcast où on célèbre la croissance continue et la soif d'apprentissage sans limite. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir ici une spéciale invitée, comme je vous ai dit la dernière fois. Elle s'appelle Liliane Metomba. J'espère que je prononce bien le nom. Très bien. Voilà, en fait, il y a exactement 9 ans déjà que Liliane arrive sur le sol américain. Voilà. Tout à fait. Et disons qu'avant d'arriver aux États-Unis, Liliane était doctorante en biochimie. Donc, et en parallèle, elle a évolué et travaillé dans une ONG internationale de la place au pays. Bien après, maintenant, elle décide de se lancer dans l'aventure aux États-Unis. Voilà, bien sûr. Elle va nous en parler tout à l'heure avec plus de détails. Elle arrive aux États-Unis, elle évolue encore un peu dans la biochimie, mais après ça, elle va changer de carrière pour migrer dans la finance. Et j'allais oublier aussi également, Liliane intègre l'armée américaine des gares. Super. S'il y a des questions concernant l'armée, je pense qu'elle est assez bien placée pour répondre à certaines de vos questions. Liliane incarne la polyvalence, le courage de réinventer sa vie à chaque étape. Aujourd'hui, elle est analyste financière et coach en finances personnelles. Les gars, ça aussi, je suis vraiment ravi d'avoir une coach aujourd'hui en finance. Comme je vous ai dit et je vous dis toujours ici, l'information est capitale, surtout les finances aux États-Unis. Avoir quelqu'un qui a déjà un peu assez d'informations par rapport aux finances, les gars, on va essayer de prendre le maximum d'informations sur Liliane aujourd'hui. On va rapidement passer au vif du sujet. Donc, dans cet épisode, il sera question de partager son expérience. On va commencer légèrement par l'immigration et ensuite on va parler un peu des finances aux États-Unis. Elle va partager avec nous certaines de ses valeurs. Et c'est un peu ça, les gars. Il est temps, il faut s'asseoir, écouter et il est temps d'apprendre. Alors, Liliane, bienvenue aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur notre podcast. C'est la toute première épisode. Vraiment, nous sommes vraiment contents que tu aies accepté de répondre présent à cette première épisode. Voilà. Et on va commencer rapidement à t'enchaîner avec les questions. Okay. J'espère que tu es venue prête. Non, je suis prête. Voilà, parce que ça va aller très fort, très fort. Bon, et les gars, ici, on essaie vraiment d'être terre à terre. Donc, on essaie d'être terre à terre. L'objectif principal, le cœur même de ce podcast, c'est qu'on puisse apprendre de cet échange ici. Il n'y a pas autre chose. Je sais qu'il y a des personnes de part et d'autre qui vont prendre le maximum d'informations ici. On va rapidement commencer avec notre première question ici et on va demander à Liliane. Liliane, qu'est-ce qui t'a motivé à venir aux États-Unis? Ok. Tout d'abord, avant de répondre à la première question, je voudrais féliciter Victor pour le courage. Merci. Et le chemin qu'il est en train de prendre, il m'inspire beaucoup dans ce qu'il fait, dans sa façon de penser. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir partager avec lui ce petit moment d'échange, de croissance, d'apprentissage. Et j'espère vraiment que vous serez édifiés par par cette conversation en réalité. Ok, pour revenir à sa première question. Comment j'ai fait pour me retrouver ici? Qu'est-ce qui m'a amené aux États-Unis? Je viens par le biais du mariage. Wow. Et c'est au travers du mariage que je suis arrivée. Nice. Mon mari est arrivé il y a quelques années, il y a 10 ans, parce que cette année, en mars, c'était notre 10e année d'anniversaire de mariage. Great. Donc, ça fait 10 ans que je suis ici, parce que je suis arrivée 1 an après le mariage. Wow. Les papiers les soucis d'immigration, tout ça a pris 1 an environ. Et puis, je suis arrivée. Donc, c'est par le biais du regroupement familial que j'arrive. Donc, c'est ça. Je crois que je vais donner plus de détails pendant qu'on évolue. D'accord, Liliane. Et je vais renchaîner rapidement par la suite en demandant quelles étaient tes premières impressions quand tu es arrivé aux États-Unis. C'était quoi tes premières impressions? Très bonne question. Je vais dire que j'étais choquée par plusieurs choses quand j'arrive aux États-Unis. Tu sais, quand on est dans des pays en voie de développement, au travers des films, on se donne des images de ce que c'est l'Europe, de ce que c'est l'Amérique, de ce que c'est l'Asie. C'est au travers de la télé qu'on connaît ces autres extrémités du bout du monde.
Et tout ce qu'on voit à la télé ou ce que les médias nous présentent, c'est toujours l'Amérique sauveur du monde, Oui, le meilleur endroit où vivre. C'est vrai, don't get me wrong, c'est On ne vrai. dit pas le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Mais moi, dépendamment d'où tu arrives aux États-Unis, tu peux être très choqué. Moi, je suis arrivée dans une ville de Caroline du Nord qui était un peu village. Pourquoi? À raison. Parce que la plupart des bases militaires se retrouvent dans des endroits reculés. Ça ne peut pas être dans des grandes villes. Mais je ne savais pas encore, ça c'est après que j'ai processé ces choses-là. Essayer de comprendre. Yeah. Quand j'arrive, je me retrouve, je me dis, c'est l'Amérique ça? C'est pas totalement... C'est carrément différent. C'est différent des gratte-ciel, des appartements chics que j'avais l'habitude de voir dans les films. À Hollywood, il y a tout ce que Exactement. Hollywood nous présente. On se dit que c'est ça l'Amérique. Donc, j'arrive dans un petit countryside place. Les bases militaires sont généralement reculées, donc tu ne vas pas voir trop de développement comme on voit à la télé. Je me dis, mais si c'est ça l'Amérique, qu'est-ce que je peux envier? Mais j'avais beaucoup de choses à découvrir, quoi. Et la deuxième des choses qui m'a marqué, c'est que j'ai vu des sans-abri. Des sans-abri. J'ai vu des sans-abri en route me demander de l'argent. J'étais tellement choqué également. Mais c'est mon deuxième choc. Yeah. Bien sûr, le troisième choc, c'est la langue, l'accent. Je croyais que je parlais l'anglais. J'ai fait une grande partie de mes études à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun en anglais. Mais ce n'est pas la même chose du tout. L'accent américain est totalement différent. Mais nous, on tend beaucoup plus vers l'accent anglais. Anglais, oui. Légèrement. Vrai. Yes. Puisqu'on a été colonisé par les Anglais en partie. Donc c'était ça le choc. J'arrivais pas à comprendre l'accent américain. Je prenais des mots et je déduisais ce que la personne pouvait dire. Donc c'était le troisième choc quand je suis arrivée. Donc il y a l'environnement, il y a les sans-abri que je vois. Je me dis, si c'est ça l'Amérique. C'est que vraiment, c'est pas exactement je disais toujours à mon mari que, est-ce que c'est l'Amérique? Mais il y avait un choc. Il y avait un choc de culture. La manière dont les Américains considèrent les choses. Et avec le temps, je découvre même que les différentes parties des États-Unis pensent différemment. Il y a les Southern Thinking, il y a les Northern Thinking. Il y avait toutes ces choses-là. Donc, j'étais confrontée à beaucoup de chocs. Choc de culture, la façon de voir. Par exemple, quand tu parles à quelqu'un, pour eux, ça a un sens si tu regardes la personne dans les yeux. Mais chez nous, dans notre culture, quand tu parles surtout à un aîné, tu dois baisser la tête, le regard. Mais ici, la confiance dit... Quand tu parles à quelqu'un par respect, tu dois regarder la personne en main. Et quand tu salues la personne, tu dois serrer la main. Bref, il a fallu beaucoup d'ajustements pour que je me relève de ces chocs après quelques temps. Je pense que même jusqu'ici, aujourd'hui, on continue d'apprendre de la culture parce qu'il y en a tellement de choses à apprendre. Donc, en parlant de l'anglais, c'est la même chose chez moi quand je suis arrivé. C'est vrai que s'il y a certains de mes amis qui me regardent, je pense qu'à l'université, je me prenais pour celui-là qui maîtrise l'anglais, qui parle l'anglais américain. Donc, je m'ai bien mimé l'anglais américain. On m'appelait même l'américain, ça c'était au lycée et même à l'université. Donc, mais quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça, mon ami. C'était un autre niveau. Quand les gars parlaient, je ne comprenais rien. Ça, c'était, comme tu dis là, c'est aussi un de mes chocs. Et ça, c'était... Parlant de la culture aussi, une des choses, tu sais, chez nous là-bas, quand on marche dans la rue, on n'a pas de problème à être tout proche des gens et tout ça. Et c'est une des choses qui m'a aussi un peu choqué parce que avec mon frère, chaque fois qu'on marchait en route, il me rappelait que non, il faut garder la distance. Ici, on ne marche pas comme ça. Et c'est des trucs que tu ne connais pas. Quand tu arrives, tu dis que mais ça, c'est quelle façon les gens font ça. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça. La liste est longue. Je sais qu'il y a beaucoup de petits trucs parce qu'il y a carrément une divergence de culture. Voilà. That's it. Et maintenant, Liliane, on va continuer une fois de plus. Je sais qu'une fois qu'on arrive, après la culture et tout ça, maintenant il faut commencer donc à travailler, il faut chercher l'argent. Parce qu'on vient parfois avec l'idée qu'on va venir et on va seulement ramasser l'argent. Donc on ne connaît pas encore que en arrivant là, il faut commencer quelque part. Tout à fait. Donc maintenant, parlant de boulot par exemple, quel était ton premier boulot une fois que tu es arrivé ici? Oui, juste l'une des plus grandes mauvaise conception qu'on a quand on arrive dans ces pays, c'est que l'argent est facile. Les opportunités sont dans tout. Dès que tu arrives, tu trouves ton premier boulot. Et surtout,
J'étais en cycle doctorat au pays. Je me suis dit, oh, j'ai mes diplômes, j'ai mon master, je vais venir, je vais trouver le travail facilement. Quand j'arrive, les 3 à 6 premiers mois, je me dis, ah bon, je vais appliquer et puis dans mon domaine, avec mon master, je vais l'avoir. C'était pas ça. Yes, non, la plupart de réponses que j'avais, c'était tu dois avoir la nationalité ou alors si tu dois avoir une certification est reconnue sur le sol. dans le laboratoire. Puisque j'ai fait biochimie, j'étais la plupart du temps dans les laboratoires. Tu dois avoir une certification pour pouvoir exercer dans tel aspect parce que c'est tellement structuré ici. Donc, après avoir eu mes premières réponses négatives des employeurs, des offres que je faisais, que j'appliquais, mon mari m'a dit, mais pourquoi tu ne joins pas l'armée? Donc, l'armée, en réalité, c'est mon premier job. Oh. Il me dit, je rejoins l'armée à temps partiel, en tant que reserviste, c'est comme ça qu'on dit ici, à temps partiel. Et puis, tu vois ce que ça va donner. Et puis, le reste de ton temps, tu peux chercher à faire autre chose. Mais la mentalité africaine, c'est que non, je veux toujours faire dans mon domaine, machin. Je vais rester. Moi, j'ai fini par accepter. 6 mois après, je me retrouve devant un recruteur. Je fais les papiers, je passe le test. Et puis, je me retrouve 8 mois après, parce que je suis partie 2 mois après, au basic training, en formation militaire. Ah ouais. Donc, c'est mon tout premier job. Qui est temps partiel dans l'armée. Je remplis tous les critères, je sors, je gradue. Et puis quand je réfléchis à ce que je vais faire dans le temps qui me reste. Parce que le temps partiel dans le militaire ici, c'est tu travailles un week-end tous les mois. Donc tu as tout le temps pour faire autre chose. Et puis une fois l'année, tu vas dans une formation de 2 semaines. C'est ça le schedule un peu. Maintenant, ça veut dire quoi? Parce que ici, quand tu es réserviste, on ne considère pas ça vraiment si c'est comme une source de revenus principale. Oui, parce que c'est pas grand-chose. Pas vraiment, tu ne peux pas vivre de ça. Non, tu ne peux pas vivre de ça. Est-ce qu'en parallèle, c'était les études? Oui, en parallèle, mon premier boulot à plein temps, c'était... Bon, parce que j'avais aussi un autre travail à temps partiel. J'étais instructeur de français. Puisque mon mari était militaire, donc j'étais femme de militaire, donc on avait aussi accès à des jobs de femme de militaire. Donc j'ai donné cours pendant 6 mois, temps partiel juste. Je donnais le français aux forces spéciales de l'armée, pour ceux qui se déploient dans les zones francophones de l'Afrique. Oui, mais c'était peut-être en passant 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, selon la disponibilité. J'étais assistante, donc c'était pas vraiment ça. Mais mon réel boulot à temps plein, en dehors de ces 2 autres, tu vas pas croire. C'était, j'emballais les pièces détachées. Et je gagnais $13 l'heure. Voilà, j'emballais les pièces détachées avec les handicapés, avec les... Pas pour sous-estimer, mais c'est pour dire que c'est un travail pour une catégorie de personnes. Oui, bien sûr. Mais j'ai accepté de le faire parce que exactement. Mieux vaut 1 que 0. Exactement. Et puis c'est le chemin. C'est le chemin. Justement, je pose cette question, j'aime bien revenir avec cette question pour comprendre, pour démontrer aux gens que quand tu arrives sur le sol américain, il faut commencer à faire quelque chose. Il ne faut pas s'attarder peut-être sur tes diplômes et dire non. Je vous dis qu'elle était doctorante au pays. Ce n'est pas le truc que l'autre va dire que j'avais ma licence. Elle était doctorante. Donc quand vous arrivez aux États-Unis, il faut commencer à faire quelque chose. Des fois sortir même déjà de la maison. Peu importe ce qu'on te donne. Vous voyez, elle parlait de $13 l'heure. Avec $13 l'heure, je ne sais pas si tu peux prendre un appartement. Je ne sais pas si tu peux vivre avec, si tu peux manger. Ce n'est pas du tout le cas. En ce qui me concerne, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler au store. J'avais peut-être la chance, mon frère, on travaillait dans un store où on me payait $16 l'heure. Ça, c'était à DC. Mais il faut sortir de la maison, commencer à faire quelque chose. La première des choses. Et à partir de là, maintenant, tu vas voir comment tu vas te déplacer. Je pense que c'est... Et même pour commencer à bâtir son résumé ici, son CV ici, tu as besoin d'avoir une traçabilité de travail. Tu ne peux pas dire que tu attends ton dream job ou ton travail de rêve ou le travail où tu seras confortable avant de commencer à bâtir. Non. Quand le recruteur voit que tu as travaillé déjà dans une entreprise, même si ce n'était pas dans le domaine, mais que tu as une référence. Parce que les références, ce n'est pas seulement par rapport à ce que tu sais faire dans la spécialité, mais c'est aussi la personne en tant que travailleur. Ta personne morale et psychologique. Donc c'est très important de venir et de commencer avant d'évoluer dans ce que...
Et avant qu'on avance rapidement, je vais demander, la langue pour toi, à quel niveau de blocus la langue était pour toi? Comment est-ce que la langue anglaise, peut-être dans ton boulot, est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à la langue? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Comme je l'ai dit précédemment, tu te dis que tu parles l'anglais, pourtant tu te rends compte que tu ne connais pas en réalité. Parce que tu as d'abord le niveau de l'accent, tu as le niveau de vraiment connecter. Moi je viens de la région francophone, j'ai grandi dans la région francophone, quoique le Cameroun soit bilingue. Donc c'est le français que je maîtrise, qui est ma première langue. Donc c'était difficile, c'était très difficile. Mais tu arrives à un niveau où tu dois te forcer pour te faire comprendre. Et c'était très embarrassant. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est très embarrassant d'être la personne, d'être l'intrus qui n'arrive même pas parfois à comprendre, qui n'arrive peut-être pas à sortir les mots. Mais c'est le chemin vital. Tu as besoin de passer par là si tu ne maîtrises pas la langue. Au pays, on disait souvent, les anglophones parlent le faux français. Mais ils essayaient. C'était la force des francophones. C'est que malgré les insultes, ils essayaient. Et c'est cette analogie qui m'a gardée de toujours. C'est pourquoi quand mon mari m'a proposé de joindre l'armée, je me suis dit, voilà un cadre où je serais obligée d'apprendre l'anglais. Donc c'était aussi pour moi, quand j'entrais, l'une des motivations, c'était ça va me permettre d'être constamment dans un milieu où il y a les gens qui parlent la langue. Et je vais me forcer à sortir de ma zone de confort. Même là-bas, j'étais très embarrassée, j'étais très honteuse. Quand on pose des questions, j'ai de la peine à répondre. Il faut qu'on me pointe du doigt pour que je sois obligée de parler. Ça, c'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça que même dans ma chaîne, j'aime toujours le dire et le redire encore, l'anglais c'est capital. C'est capital. Dépendamment de où est-ce que tu vas aller dans ce pays. Franchement, si tu veux te retrouver quelque part en train de défendre tes idées ou avoir un certain poste, ou même lancer une entreprise quelque part, tu es appelé à communiquer avec des gens. C'est ça. Et à partager ton idée. Donc il faudrait que tu saches comment manier la langue anglaise. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, et comme il a dit, si c'est que il faut être des personnes de vision. Même si tu es dans les zones des pays francophones, essaye, parce que tu ne sais jamais où la vie va t'amener. Essaye d'apprendre l'anglais d'une façon ou d'une autre, au travers des films. Et à ceux qui arrivent ici, ce que je recommande généralement, si c'est que tu n'as pas pris des cours au pays, c'est qu'il y a un avantage quand même de prendre des cours avant d'arriver ici. C'est directement d'aller dans un centre qui enseigne l'anglais comme seconde langue. Il y en a tellement ici. Tu t'inscris et puis tu commences. Plutôt que, parce que certaines personnes attendent 6 mois, 1 an, ils vont aller prendre un boulot, mais l'intentionnalité dans l'apprentissage de la langue retarde. Pourtant, tu t'inscris et puis tu vois. Moi, quand je suis arrivée, par exemple, au pays, je n'avais jamais regardé Jack Bauer. Mais je suis arrivée ici, j'ai regardé toutes les saisons de Jack Bauer en anglais avec les sous-titres. C'est comme ça que j'ai appris les petits jargons américains, les petits trucs. J'ai regardé Prison Break. Toutes les saisons de Prison Break. Pourtant, c'est des choses qui m'intéressaient pour le pays. Non, ça c'est clair. Et je partage bien ce hack avec l'anglais parce que c'était la même chose pour moi. Entre regarder les films sous-titrés, la lecture et même les réseaux sociaux. Vous savez, beaucoup de personnes passent sur les réseaux sociaux, mais dépendamment de ce que tu passes chercher. Moi, je passais le temps à lire les commentaires des Américains. Et en lisant les commentaires des Américains, tu vas te rendre compte qu'ils s'expriment avec leur jargon. Et chaque fois, ils ont les codes et tout ça. Tu vas dire, mais comment ça se passe? Parce que tu vas te retrouver entouré d'Américains. Ils vont parler, ils vont utiliser un terme, tu ne vas pas comprendre. C'est un terme qui est simple, tu vois un peu. Donc, du coup, je lisais les commentaires des Américains, surtout même quand je regarde une vidéo. Je m'en vais sur les commentaires sur YouTube. Je vois un peu ce que les gars commentent, même sur Instagram. Et c'est comme ça que tu apprends de façon répétitive. Et jusqu'à maintenant, nous on continue d'apprendre l'anglais, les gars. Je veux dire que c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Et pour moi, the best way, le meilleur des moyens, les gars, c'est la lecture. La lecture is the best. Je ne veux pas vous mentir. Parce que chaque fois que vous lisez, vous prenez le temps d'observer l'écriture du mot et Google est là à côté pour la phonétique en même temps. Et il y a même les livres audio, ceux qui écoutent les audios, perfect. Vous regardez le mot et vous avez la prononciation. Répétez, and then that's it. C'est ça. Voilà. Liliane, je vais te poser une autre question là encore rapidement. Ici, ça concerne encore l'immigration. On dit ici que quand tu viens d'arriver au pays, aux États-Unis, ton succès dépend à 80% de la personne chez qui tu arrives, de ton hôte. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis totalement d'accord. 80%, c'est acceptable. Je crois que c'est même très bon.
C'est très vrai. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que la personne qui te reçoit, que tu le veuilles ou pas, c'est la première personne de qui tu vas apprendre le système. Et en fonction de l'autre que tu as, je veux dire, c'est la personne chez qui tu absorbes les premières informations ici. Si la personne est ouverte, certains autres sont ouverts de tout te détailler. Si tu tombes sur quelqu'un qui est bien et qui a une bonne vision, qui est positif, il va t'insuffler ça. Il va te dire, comme tu viens d'arriver là, il va avoir des sessions, des réunions avec toi pour t'éduquer sur le système dans les détails, l'aspect financier, l'aspect des dettes, l'aspect des crédits, l'aspect de l'entrepreneuriat, les opportunités, le travail. Il va même t'aider avec ton premier travail et te dire comment partager son expérience. Surtout si c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Mais si tu tombes aussi sur un autre qui n'est pas très ouvert, parce qu'il y a des autres qui veulent que toi, tu expérimentes par toi-même. Et je pense que c'est la mauvaise façon de voir en tant qu'hôte. Pour avoir eu des gens chez moi, je crois que l'autre a un impact très profond sur comment tu penses. Parce qu'avant même de challenger ce que tu vas apprendre dehors, tu vas challenger ça sur la base de ce que ton hôte t'a dit. Et si tu n'es pas naturellement une personne critique, qui essaie de comparer les informations, tu vas suivre ce que ton hôte te dit. Parce que ce que ton hôte va te proposer, c'est ce qui est très facile. C'est les choses que tu vas facilement avoir. Du moins, pas le très bon conseil. C'est, tu prends la carte de crédit accessible à tout le monde. Et puis, une semaine après, tu vas recevoir ton nom dans la lettre avec une offre de carte de crédit de $500, $1000 que tu peux déjà commencer à dépenser. Donc, l'autre est crucial dans ton devenir ici aux États-Unis. L'autre, c'est fondamental d'avoir... Si tu tombes sur une très bonne personne, tu es béni. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui te dirige, pas bien. Et disons aussi que des fois, c'est vrai que des fois à côté, l'autre en question ne peut pas te donner plus que ce qu'il a. C'est ça c'est aussi parfois la petite chose, c'est qu'il est arrivé peut-être dans un cadre, il a commencé à travailler peut-être son petit boulot quelque part et il a trouvé un confort à l'intérieur. Oui, ça c'est Maintenant, toi qui viens d'arriver, si tu n'as pas une vision, si tu ne rêves pas grand, et il va te conseiller dans son environnement. C'est juste, quand on discute de ça, c'est juste pour dire que peut-être pour toi qui es au pays, qui vient d'arriver ici, ou bien pour toi qui es même déjà là, avec les réseaux sociaux ou bien une discussion comme celle-ci, tu peux comprendre que non, tu n'as pas simplement à te limiter à ce que ton hôte partage avec toi. Tu as la possibilité aussi d'aller en ligne, d'écouter d'autres personnes qui ont une vision un peu comme toi. Ne pas s'attarder parce que nous aussi, parfois quand on vient d'arriver, comme on disait tantôt, on n'a pas une vision large des choses. Aussi, comme tu dis là. On essaye d'écouter religieusement notre hôte pour lui dire. Et si on n'a pas la chance que c'est quelqu'un aussi qui a une vision, parce que comme je disais tantôt, si c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui a une grande vision, il va te dire, mon frère, va à l'école, mon frère, va ceci, fais cela. Il va te positionner sur les endroits stratégiques. Et quelques années plus tard, tu deviens un baou dans ce pays. C'est ça. Or, par contre, si tu vas chez quelqu'un peut-être qui n'a pas de vision, là, tu ne vas pas peut-être accuser X ou Y. Non, maintenant, tout à fait. Tu vois un peu. On a la chance aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux parce qu'avant, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien. Quand tu arrivais, tu étais fermé uniquement à cet autre-là. À cet environnement. Et pour toi, l'Amérique, c'était ça. Tu es arrivé peut-être dans un state, je ne sais pas trop. Pour toi, l'Amérique, c'est ce state-là. C'est ce state. Et tu n'es même pas ouvert à... Oh, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est ça. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment que ton hôte ne peut donner que ce qu'il connaît. Même si ton hôte te donne de bonnes infos. Et l'information ou la bonne information est cruciale dans ce pays. Quand j'immigrais, j'ai un mentor qui m'a dit, qui a fait l'Europe, qui m'a dit, les États-Unis surtout, c'est une jungle. Tu vas trouver toutes les extrémités là-bas. Ce qui est bien, tu vas rencontrer tout un mélange, un foutou. Mais ce sera à toi de définir ou de choisir ce que tu veux en fonction de la vision que tu veux, que tu as. Donc, va avec le mindset que tu peux avoir la mauvaise information. Donc, quand tu immigres,
ici aux États-Unis, dis-toi que c'est un mélange de tout. Ton hôte ne peut donner que ce qu'il a, que ce qu'elle a. Même la plus belle femme du monde, comme on dit, comme l'adage populaire dit, ne peut donner que ce qu'elle a. C'est valable pour chacun de nous. Donc c'est valable pour ton hôte. Donc c'est à toi de faire recours à d'autres ressources. Aujourd'hui, comme il a dit, c'est versé. YouTube. Et puis tu confrontes les différentes informations que tu as pour pouvoir vraiment t'en sortir. So, je vais te poser une dernière question en ce qui concerne l'immigration avant qu'on passe aux finances. Proprement dit, les gars. So, comme je l'ai dit, Liliane, c'est une vétérante, donc elle a servi dans le corps militaire. Elle a terminé déjà, so, c'est une vétérante maintenant. So, je vais simplement lui demander en quoi est-ce que, parce que je constate que beaucoup d'immigrants, lorsqu'ils arrivent sur le sol américain, rejoignent l'armée américaine. En quoi est-ce que cela peut contribuer à ton succès une fois sur le sol américain de rejoindre le corps militaire? Ok. Je crois que je vais commencer par parler de mon expérience, de ce que ça m'a apporté. J'ai décidé de rejoindre le service militaire, pour la nationalité. C'était principalement ça. Comme j'ai dit au départ, la plupart des jobs que j'appliquais qui étaient intéressants, on me disait qu'il fallait que j'ai la nationalité. Et je n'avais que la résidence permanente. Et comme beaucoup d'immigrés, des migrants qui arrivent ici nouvellement, c'est la green card. Donc, le premier bien que ça m'a fait, c'est d'obtenir ma nationalité. En un mois de ma formation, j'avais déjà ma nationalité. Je n'avais même pas encore fini la formation militaire. J'avais déjà, du moins à mon époque. Vous savez que les choses ont légèrement changé pour nous récemment. Mais j'étais déjà en train de signer et puis j'ai prêté serment. J'avais déjà ma nationalité. Donc c'est le premier bien que ça m'a fait. Le deuxième bien, c'est j'ai joint pour l'éducation, pour pouvoir payer mes études. Même comme reservist donne moins d'argent que lui, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose que c'est mieux que rien. C'est la deuxième raison, pour l'éducation, pour sponsoriser une partie de mes études. La troisième raison, pour moi, c'était de faire venir ma mère. En tant que femme, mariée, je me disais, et après avoir posé certaines questions, je me suis rendu compte que si je commence à faire des enfants, et ce serait bénéfique pour moi d'avoir un membre de ma famille qui m'aide, de préférence ma mère. C'est plus facile quand tu es dans l'armée de faire venir ta mère. Dès qu'elle est partie avec le billet d'invitation à ma graduation militaire, on lui a donné le visa. Et c'est le témoignage de plusieurs autour de moi que j'ai vu. Dès qu'elle a dit qu'elle allait, elle venait m'aider pour que j'aille servir. On lui a donné le visa sans poser de questions. Donc c'était l'autre avantage que j'avais anticipé avant. Je me disais que mon mari m'en avait parlé et c'était une très bonne idée. Et puis la sécurité du travail, la facilité à trouver le travail. C'est vrai qu'en tant que femme militaire, j'ai eu mon premier boulot avec le gouvernement, mais c'était facile, je n'ai même pas eu besoin, j'ai juste appliqué. J'ai eu le travail. Et puis en tant que reserve, quand mon mari est sorti de l'armée, parce que lui aussi, il est vétéran maintenant, c'est mon statut aussi de reserve qui m'a permis de trouver un travail. Et en plus, l'armée m'a permis d'avoir la clearance, je ne sais pas comment on dit ça. Security clearance, qui est un document ou alors un statut très important ici aussi, pour avoir accès à certains jobs. Certains jobs est bien payé. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, l'armée m'a permis d'avoir ça. Donc, je suis reconnaissante envers l'armée américaine. Parce que ça m'a donné beaucoup de bonnes choses pour m'intégrer et me stabiliser. Quoique j'étais un reserviste, mais j'ai vu le bénéfice de ça beaucoup plus de côté de mon mari parce qu'il était à plein temps, active duty. C'est là-bas que j'ai bénéficié beaucoup plus parce que même l'autre partie de mes études, c'est au travers de lui, en tant que dépendant. C'est au travers de lui, je fréquente gratuitement, même le master que je suis en train de faire maintenant, c'est payé par l'armée parce que mon mari a servi dans... Et lui, il a encore beaucoup de choses. Il a eu 2 masters. Mon époux a eu 2 masters avec l'armée. Et il est en train de faire son doctorat, son PhD. C'est l'armée qui paye. Crazy les Donc, gars, crazy. Ce n'est que le bout, ce n'est que des petits trucs, mais il y a beaucoup de trucs qu'on bénéficie, les réductions. Et puis, faire partie du service militaire ici, là, te donne une certaine fierté. C'est un peu comme au Cameroun ou en Afrique, les médecins. Les militaires ici sont considérés... Partout où tu passes, on te dit merci pour ton service. On te donne des repas gratuits, on te donne des réductions.
les gens valorisent Yeah. vraiment que tu sois dans le service, Les que tu es militaires ici. servi ou que tu serves dans le corps militaire. dans le corps militaire dans ce pays. Yeah. Donc, c'est un peu ça, quelques éléments qui me viennent à la tête. Wow. That's great, les gars. Vous voyez, bien de confirmer encore une fois de plus. Parce que quand tu arrives ici, tu rejoins le corps militaire. Ça ne peut que t'aider dans ton intégration. Tout à Et fait. rapidement, rapidement surtout. Parce que, comme elle l'a dit, quelques temps après, elle a eu sa nationalité. Bon, en ce qui me concerne, vous connaissez déjà, c'est la même chose. Je suis arrivé ici, j'ai intégré. Je suis arrivé ici en mai. En août, je signe mon contrat. Like. Et c'est l'avantage peut-être de regarder ce genre de vidéo parce que je ne vais pas te mentir, Liliane. Avant d'arriver aux États-Unis, j'ai eu à. Ce que je dis tout le temps là, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu à feuilleter, à écouter certaines personnes qui parlaient aussi des biens de l'armée. Donc, en quittant le pays, je savais déjà que je m'en vais intégrer le corps militaire. Vous voyez un peu, j'ai un background en informatique au pays. Vous voyez un peu. So, je travaillais déjà avant d'arriver ici là. Mais sauf que, comme on disait tantôt, quand tu arrives ici là, il y a certaines petites réalités. Il faut t'intégrer, il faut comprendre la langue. Donc, il faut gravir un certain nombre d'échelons même avant de retrouver ton niveau, peut-être que tu avais au pays. Et l'armée, c'était le raccourci, c'était le moyen le plus rapide. Bam, on te donne la nationalité. Directement, tu as la clairesse, comme on te dit, et tu commences à avoir peut-être un boulot qui va te donner un peu plus de temps pour ta famille. Parce que pour moi, c'est le côté que moi j'apprécie le plus. Parce qu'avec les autres boulots, parfois, ça te consomme beaucoup plus le temps. Tu n'as pas le temps pour les siens. So, maintenant, quand tu as un certain boulot qui est assez décent, tu as un peu le temps pour ta famille. Oui, tout à fait. So, merci Liliane. Les gars, ici on parlait d'immigration. On va chuter maintenant et on va parler des finances, les gars, parce que les finances, cette partie-ci, et aussi également, vous savez, on migre même aux États-Unis, c'est pour venir chercher l'argent. Ok? Je sais que la majorité, c'est qu'on vient ici chercher l'argent, on va rentrer avec et tout et tout. So, on a cette vision-là qu'on va venir porter. Mais sauf que quand on arrive aux États-Unis, on vient rencontrer un système, tout un système financier, et qu'on ne connaît même pas comment ça fonctionne. Et voilà, et c'est comme ça qu'on commence à faire des petites erreurs qu'on va porter sur de longues années. Voilà. So, on va demander à Liliane ici, comment est-ce que tu t'es préparé financièrement avant d'arriver aux États-Unis? Je ne suis pas... Non. Il n'y avait rien? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bon, l'argent du pays, j'avais juste mes petites économies, mais c'était pas, ça ne pouvait rien faire ici. Mais la grâce que j'ai eue, je vais dire que c'est une grâce parce qu'il y a des gens qui viennent, qui immigrent seuls, elles arrivent seules, mais moi j'avais mon mari déjà ici. Donc, j'avais déjà quand même un baseline. Où il a payé le billet. Je ne vais pas dire que c'était négatif parce que j'ai des amis qui ont dû emprunter de l'argent pour voyager. Donc quand tu arrives, tu es dans le négatif. Mais écoute la suite donc de l'histoire. C'est que, bon, j'ai immigré, je suis arrivée, mais je me retrouve dans le négatif. Je vais d'abord dire, j'ai l'approbation de mon mari pour dire ce que je vais dire aujourd'hui parce que c'est une histoire, c'est un témoignage aujourd'hui pour dire aux gens que la gestion financière, c'est un learn skill. C'est quelque chose qu'on apprend. C'est pas quelque chose qu'on est avec. Donc, quand j'arrive, on s'est mariés un an avant, j'ai immigré. Mon mari me disait qu'il avait les dettes, mais je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Parce que les systèmes sont différents. Mais quand j'arrive, quand je vois le montant de la dette et je vois les types de dettes, that's crazy. Je convertis parce que le réflexe c'est de convertir avec l'argent du pays. C'est des millions. Moi et des millions. Qui n'avais jamais de dette, qui détestais même la dette, c'est vrai que le contexte africain généralement, on n'a pas trop accès à la dette facilement. On fonctionne beaucoup plus avec le cash. Donc tu n'es pas trop emprunt à la dette un genre. C'était un grand choc. Et on a eu une conversation et il m'explique que bon, ça dépend aussi de comment tu grandis, ta perception de l'argent. Il ne gérait pas bien l'argent. Et puis l'environnement aussi peut-être où il était a aussi influencé peut-être le fait que peut-être les mauvais, pas les mauvais conseils, mais les conseils peut-être qu'il a pris dans un certain sens qui ont fait que il ait une mauvaise habitude financière qui a renforcé le fait qu'il n'ait pas grandi
sachant comment gérer l'argent. Et c'est valable pour nous tous d'ailleurs, surtout qui venons dans certains contextes où on n'a pas grandi avec des parents qui nous enseignent comment gérer l'argent. Donc, on est déjà dans un certain mindset qui est... C'est un mythe, les finances, c'est un mythe. On ne parle pas c'est tabou, franchement. On ne parle pas d'argent comme ça se doit. Donc, j'arrive, on se retrouve, je fais les calculs, on se retrouve dans près de 60 000 $ de dette. Et c'est tout type de dette. Mélangé, student loan, les dettes d'école, les dettes les cartes de crédit, les store loans, les car loans, les crédits de voiture et tout ça. Mais aujourd'hui, mon mari, c'est enfin... C'est pourquoi je dis, c'est une compétence qu'on apprend. Ce n'est pas une compétence qu'on est avec. Aujourd'hui, avec de l'intentionnalité et la diligence, il gère très bien nos finances. Très bien. Je n'ai rien à redire. Donc, je suis dans le négatif quand j'arrive. Dans le négatif même. La lune de miel qui était même prévue est annulée. Parce que je me dis, on ne peut pas aller à la lune de miel quand on prend la dette pour aller à la lune de miel. Non, on ne peut pas. Et puis j'ai dit à mon mari, si tu me donnes 5 ans de les 5 premières années, et tu me fais confiance, tu me donnes toutes tes cartes de crédit, on les découpe. Tu vas voir. Donne-moi 5 ans. Si c'est que je n'arrive pas à t'aider à relever la pente, tu reprends les rênes. Donc, il m'a fait confiance, il m'a tout donné. On a eu ce que l'un des Young Financial Guru ici, là, Dave Ramsey, tu fais ce qu'on appelle credit card surgery. Tu fais une chirurgie. On a découpé plus d'une quinzaine de cartes de crédit. Et on a travaillé sur un plan long terme. Mais j'ai commencé par le négatif. Moins de 60 000 $ de dette. C'est comme ça que je commence mon voyage avec une lune de miel renvoyée. Et puis, c'est OK. On a fait la lune de miel comme à la maison. On s'est fabriqué quelque chose. C'est ça qui est le plus important. Cette partie-là que beaucoup ne veulent pas le faire. Sacrifier. OK, non, là, tu viens de répondre à la prochaine question, mais je vais rapidement sauter à la suite. Avant de venir, est-ce que tu avais la notion de paycheck sur paycheck des Américains étant au pays? Est-ce que tu savais qu'ici, parce qu'on parle de plus de 60% des Américains vivent paycheck sur paycheck, comment est-ce que tu as digéré ça? Comment est-ce que tu as pris ça? La réelle statistique, c'est 73%. 73%, merci. D'Américains vivent paycheck to paycheck. Et paycheck to paycheck veut dire quoi? D'un salaire à un autre. Et puis, dès qu'on te paye aujourd'hui, 2 semaines après, le salaire est fini. Et puis, tu te prends la dette pour attendre le prochain salaire. C'est ce que paycheck to paycheck signifie tout simplement. Non, je n'avais pas la notion. Je ne connaissais pas le système. Du tout, je ne connaissais pas. Je n'avais aucune notion de ce que c'est quand j'arrive. Non, j'ai dû apprendre. J'ai dû poser les questions. J'ai une amie qui maîtrisait un peu. Elle était au Canada, mais elle est arrivée aux États-Unis quelques temps avant moi. Mais elle maîtrisait déjà le système, parce que le système canadien n'est pas très différent du système américain. Donc j'ai eu le temps de lui poser des questions. On avait des conversations de 2 heures de temps, où elle m'expliquait. Elle a pris du temps pour m'expliquer beaucoup de choses. Comprendre le système. Comment c'est? Je regardais des vidéos. J'étais accro aux vidéos YouTube. J'étais accro aux... Quels sont les meilleurs gestionnaires financiers ici de qui je peux apprendre comment gérer l'argent? Et je suis très curieuse de nature. Je posais des questions. Je posais des questions et je confrontais ce que les gens me disaient. Donc, oui. C'est ça, je ne savais rien du tout. Je reviens avec cette question parce que c'est quelque chose qui m'a aussi un peu choqué. Parce que tu sais, cette vision de l'Amérique, là où on a l'argent et tout. J'étais un peu surpris parce que tu vas voir des gens rouler avec des grosses voitures, vivre dans des grandes maisons et avec tout un luxe tout autour. Mais il suffit que peut-être on te fasse un email pour te dire, voilà, peut-être on arrête ton boulot pour que tu quittes de je ne sais pas où à atterrir ici. I was like, why? Like, it's really crazy. Like, moi, c'était bizarre en fait. Parce que moi, dans ma conception des choses, je pense que dans ce qui concerne les finances, on devrait gravir les échelons et continuer de grandir, pas espérer un jour, je ne sais pas, tomber et mettre sur pied des mécanismes pour que quand tu fais un step vers l'avant et que tu ne reviennes plus en arrière. Voilà. Du coup, c'est quelque chose qui m'a un peu aussi un peu choqué parce que il y a tout genre de mécanismes ici. Si tu veux
la dernière marque de voiture. Même si ton argent que tu travailles, si ça va suffire seulement pour payer ça, on va te trouver un mécanisme pour te faire prendre la voiture. C'est ça. Et après, tu commences à travailler, tu payes la voiture, tu payes la maison, tu payes ceci. Et il n'y a plus d'argent, tu attends le prochain salaire. C'est ça. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'avait aussi un peu choqué. Maintenant, ça revient encore à poser la question concernant pour nous, surtout les immigrants qui venons d'arriver ici. Genre, quelles sont les erreurs courantes quand nous arrivons aussi, nous commettons et qui peuvent nous suivre à la longue, sur le long terme? Yeah. La première erreur, c'est de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir un plan. Beaucoup d'entre nous, nous immigrons sans plan. Nous sommes juste dans l'euphorie du voyage. Yeah. C'est de ne pas avoir un plan. Et quand je dis plan, c'est qu'après beaucoup de temps, je me rends compte que c'est la première étape, c'est la première des choses qu'il faut dire aux gens. Avoir un bon plan et avoir changé de mindset, l'éducation. C'est quand on ne s'éduque pas, on ne cherche pas à comprendre parce que tu viens d'un système qui est différent. L'erreur à commettre, c'est de ne pas chercher à comprendre où tu es, la culture, le système, les habitudes. Parce que malgré que ce soit une terre d'opportunité, les États-Unis, beaucoup de personnes struggle. On dit 73% ou peut-être même plus ou moins dans cet intervalle-là. Des struggles. Certaines personnes en Afrique sont même mieux, mieux que ceux qui sont ici. Mais tu ne comprends pas comment dans une terre de tant d'opportunités, parce que la réalité c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités ici aux États-Unis. Struggle avec leurs finances, ont de la difficulté à s'en sortir. Tu ne comprends pas. Donc pour nous qui immigrons, la deuxième chose que je vais dire, c'est de chercher à comprendre le système de s'éduquer, poser les questions, chercher la bonne information. Maintenant, l'autre erreur peut-être à éviter, c'est de s'associer aux mauvaises personnes. Bon, pas mauvaises personnes, mais de s'associer avec des gens, seulement des gens qui ne poussent pas ta vision. On dit quoi? Les mauvaises habitudes, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que tu le veuilles ou pas, avec qui tu t'associes. Les gens avec qui tu t'associes reflètent qui tu vas devenir ou qui tu es en réalité. That's true. Donc de choisir minutieusement aux alentours, observe les gens, regarde comment ils pensent, pose des questions pour amener les gens à parler et pour que tu dessines leur mindset. Ce sont les gens avec qui tu dois parler. Moi, l'un des trucs qui m'a beaucoup aidé ici, c'est il y a un couple qui était proche de mon mari. Et je suis reconnaissante pour m'être accrochée à ces gens. Parce que ce sont les premières personnes qui ont pris une formation pour venir nous donner et nous faire écouter, mon mari et moi, quand je suis arrivée. Par rapport à comprendre le système. Une formation qu'ils avaient payée, qu'ils avaient achetée. On a écouté. Tu vois, ça a ouvert mon esprit. Et puis, je les observe. Jusqu'aujourd'hui, je les ai observés. Le peu d'informations qu'ils ont partagées avec moi m'a beaucoup aidé. Donc, je me suis accrochée à cette relation-là, plus qu'à toute autre relation que je pouvais avoir ici aux États-Unis. Et quand je suis entrée dans l'armée, j'ai aussi rencontré une catégorie de personnes qui avaient une façon de voir. Je me suis accrochée à cette personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut seulement avoir ces gens, mais la majeure partie de ton temps doit être passé avec ces gens-là. Maintenant, les autres personnes, oui, peut-être for fun, parce qu'on aime aussi beaucoup le fun ici à cause du business. Nous sommes très occupés ici. Et les gens, il faut relaxer un peu. Oui, c'est là que tu peux avoir. Mais la majorité de ton temps, des personnes que tu écoutes, ça doit être une catégorie de personnes. Les personnes que tu veux être. Et tu as mentionné quelque chose de très important. On se leurre. Tu vas arriver chez ton hôte, tu vas voir qu'il a une grande maison, il a une grande voiture. Mais pour certains de ces hôtes-là, ce sont des dettes. Tu vois, pour certains, ce sont des dettes. Et il ne faut pas, te dire, entrer dans l'envie d'avoir ça parce que c'est facile de les avoir quelque peu. Tu as juste besoin de remplir quelques cases et puis tu vas avoir accès à la dette de la maison, de la voiture, de tes rêves. Maintenant, tu es cloué dans la dette. Mais tu peux rencontrer, et je vais te dire, c'est très difficile de rencontrer les autres qui ont toutes ces choses-là qui ont déjà payé. Mais moi, le couple dont je te parle, ils ont payé leur maison. Ils n'ont pas de car loan. They're building wealth. De manière graduelle.
Ce n'est pas flashy things, mais tu ne sauras pas si c'est que tu ne parles pas avec eux. Wow. C'est ça qui m'a fait comprendre que c'est possible. C'est Yeah. possible. Ne te fie pas à toutes les grandes maisons, le luxe que tu vois les gens avoir. Ça peut être un amas de dettes et ils n'ont même pas de equity. S'ils revendent tout ça, ils ne vont même pas, peut-être pas se retrouver avec quoi que ce soit. Parce que certaines personnes même prennent la dette sur la dette de la maison. Yeah. Pour pouvoir, il y a ces options-là, pour pouvoir vivre. Yeah. Donc, ça fait partie des erreurs à éviter, de côtoyer les gens qui voient les choses différemment. Yeah. Et surtout, ce point financier. Le point financier. Yeah. Il faut s'éduquer financièrement, comprendre le système financier, comment Yeah. ça fonctionne. Avoir un plan, comprendre le système financier, s'entourer des bonnes personnes. Yeah. Et oui, je crois que c'est ce qui me revient. Hein. Yeah. Je crois que généralement, si tu as, et avoir un plan, une vision, Yeah, une vision de ce que tu veux être dans les 10 prochaines années. Moi, j'ai déjà coché toutes les cases de ce que je me suis dit dans les 5 premières années, comme je t'ai dit. Wow. Et maintenant, l'année prochaine sera de mes 10 j'ai des Yeah. objectifs à atteindre. Je sais que l'année prochaine, je dois être à tel truc. chose. Ça doit être coché. Yeah. 20 ans après, Yeah. je ne veux pas avoir des témoignages des personnes que je vois 20 ans après. Mais je ne comprends pas comment tu peux être dans une telle opportunité et ne pas ne pas la saisir. saisir, Je yeah. ne suis pas en train de juger. Les situations sont différentes. Et bien sûr, il y a des cas qui, indépendamment de leur volonté, se retrouvent dans certaines situations. Par Yeah. exemple, les gens face des divorces. Les gens face Il y a plein des difficultés financières. Il y a beaucoup de... Là, je comprends ces cas-là. Mais je ne comprends pas une catégorie qui se plaît dans la limite, strict minimum, le strict minimum. Yeah. Dans le strict minimum. Yeah, that's true. That's true. Yeah, comme tu viens juste de confirmer plein de choses parfois que j'aime bien partager avec mes abonnés ici en disant tantôt, c'est parce que parlant de plan, parce que tu as parlé de plan, il y a la difficulté là même d'élaborer un plan. Mais j'aime souvent dire aux gens, la chose la plus facile, c'est observer quelqu'un qui fait ce que tu veux faire. C'est tout. Like, observe, parce que identifie au moins quelqu'un qui fait quelque chose. Ça, c'est observe cette personne et essaye de copier même un peu comment est-ce que la personne marche. That's it. C'est vrai qu'à côté, c'est difficile parce que comme les gens aiment ce qui va venir là. Yes. Là, le bling tout de Instant suite. gratification. Maintenant, du coup, quand tu vas me rencontrer peut-être quelqu'un comme toi et que tu vas commencer à parler de ton parcours et tout, ouais, mon frère, moi je ne veux pas passer par tout ça, c'est trop dur, moi je parle de ce côté-ci. Et après tu vas aller te sur le mur parce que la réalité, comme tu as dit, c'est que c'est graduellement. Les finances, il faut s'éduquer. Je suis arrivé ici, j'ai déjà lu, il y a les petits bouquins là, je ne sais pas si tu connais ça, tu dois peut-être connaître ça, les 101. Personal Finance. Quand je m'en vais à la librairie, j'ai les 101 à la maison là, Yes. je vais te montrer. J'ai le 101 sur le Personal Finance, j'ai le 101 sur l'immobilier, j'ai le 101. Donc je veux juste continuer à m'éduquer en permanence, t'écouter, comme tu disais tantôt, les différents sujets dont tu parles. Il y a des choses que je ne connais pas, il faut lire tout le temps, écouter, lire. Parce que après, tu vas commettre l'erreur et c'est sur toi, tu ne vas pas accuser quelqu'un d'autre. Tu vois un peu, c'est de ta responsabilité. So, ceci maintenant va nous amener sur un autre point. Ici, c'est le vocabulaire et c'est toujours en ce qui concerne les finances. Parce que quand on arrive ici, il y a beaucoup de petits thèmes qu'on ne comprend pas. Parce que peut-être au pays, on n'utilisait pas, on ne l'a jamais utilisé. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont un certain niveau de classe au pays, qui connaissent, qui ont une certaine affiliation avec les banques, mais la majorité, ce n'est pas le cas. La banque, tout ça, on gère généralement l'argent en cash, ou bien le Orange Money. Sur les transactions bancaires, peu de personnes le connaissent. Donc, parfois qu'on arrive ici, on est heurté à ça, à tout ça. Tout est presque nouveau pour nous. Voilà. Donc, ici, par exemple, sur ce volet-ci, je vais prendre quelques vocabulaires, on va un peu en parler de ça. La première chose ici, c'est la carte de crédit. Parce qu'une fois qu'on arrive ici, là, on entend carte de crédit ici, carte de crédit par là, les banques veulent te donner les cartes de crédit. C'est quoi la carte de crédit? Ok? Quand on dit que tu prends une carte de crédit avec 5 000 $, est-ce que c'est ton argent? C'est quoi la carte de crédit? C'est quoi l'utilisation de la carte de crédit? La carte de crédit, tout simplement, tout comme dans nos contextes africains ou camerounais, je demande à Victor de me prêter de l'argent. Il me donne le cash. La carte de crédit, c'est juste un système automatisé informatique dans une petite carte, comme ça se dit, que la banque, tu fais un prêt à la banque
et la banque te retourne cet argent sous forme de carte. Carte, yeah. Ça peut être 5 000 $, généralement, 10 000 $. Donc, cette carte contient cet argent que tu vas prélever pour faire ce que tu as à faire avec et rembourser. Yeah. Tout est informatisé, le système est... le cash est rare, le cash papier Yeah. est rare ici. Mais cette carte-là, tout le monde l'a. Yeah, yeah. Facile à l'avoir. Tu n'as même pas parfois besoin d'appliquer. Quand tu arrives et que tu as déjà ton numéro de sécurité sociale, les banques ont déjà tes informations. Voilà. Donc, 2 semaines, un mois après, tu reçois déjà des mails avec des propositions de carte de crédit. Tu as juste à aller appliquer, mettre tes informations, c'est tout. Et puis, on va t'accorder tes premiers 500 $. Généralement, la banque, bien sûr, puisqu'il faut être crédible, la banque te donne ça. Je pense que ma première carte de crédit, j'avais commencé avec 500 $. Yes. Mais le sujet ici, ce que je veux qu'on parle par rapport aux cartes de crédit ici, c'est parce que parfois, on a l'impression que l'argent qui est dans la carte de crédit là, c'est notre argent. Oui. Hein? Quand tu as une carte de crédit de 10 000 $, 20 000 $, tu te sens Non, ce n'est pas riche. ton argent. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas notre argent. C'est l'argent de la banque. Ouais. C'est l'argent de la personne qui te prête, qui te donne l'argent. C'est l'argent de ton lender. Yeah. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour toi. Yeah. Non, ce n'est pas pour toi. Il faut que ce soit clair. Yeah. C'est juste une transition. Et là maintenant, parce que c'est bien qu'on rappelle déjà que ce n'est pas ton argent, mais il y a une autre chose ici que j'ai constaté, c'est que presque toutes les banques, toutes les retailers, tout le monde veut te donner la carte de crédit. Oui. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Pourquoi tout le monde un peu veut te donner l'argent? Parce que c'est un business. Oui, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent dans ça? C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent au travers des intérêts. Okay. Est-ce qu'on te prête de l'argent? Ce n'est pas comme si je dis Victor a besoin de 5 000 $, je lui donne, ok, comme c'est mon frère, je dis, ok, tu n'as pas besoin de me donner les intérêts. Non, 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 non. Les banques se font principalement de l'argent sur les intérêts. Okay. Sur les intérêts des argents qu'ils prêtent aux gens. Exactement. C'est principalement ça le mouvement de la banque. Les intérêts. La banque n'existe pas sans intérêt. Et ici aux États-Unis, c'est un gros marché. Même si on fait quoi, ça ne va jamais disparaître. Voilà. Parce que c'est la raison d'exister de plusieurs institutions. Donc, que ce soit les boutiques, les stores. Tout le monde, parce qu'il y a tout type de cartes de crédit. Les stores fonctionnent, gagnent beaucoup plus les clients sur le principe de ces cartes-là. Et puis les banques fonctionnent avec les boutiques, les supermarchés, pour que tu aies accès à ces cartes de crédit-là. Le crédit ici aux États-Unis, contrairement à notre contexte africain ou dans certains pays, c'est différent. C'est différent, Ici, le crédit est plus vulgarisé, plus accessible. Pourtant, en Afrique, c'est plus rare, c'est plus informel. Au travers des tontines, au travers des individus. Pour que la banque te fasse même confiance en Afrique, on va t'imposer un taux d'intérêt de 25%. Si tu trouves 10%, tu es considéré, tu es bien. Mais c'est énorme. 10%, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Parlant des credit cards, parce qu'il faut rappeler ici que les taux d'intérêt sur les autres loans, et je pense que la credit card a un taux d'intérêt assez important. On parle de 25%. Oui, et même plus 30%. Et plus, voilà. C'est un peu ça. Parce que quand moi je suis arrivé ici, je voulais comprendre c'est quoi le fond de cette affaire de credit card là, que tout le monde veut te donner et tout et tout. Bon, on a essayé de m'expliquer ça un peu de part et d'autre. C'est vrai que je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'utilise la carte de crédit plusieurs fois. Je commence à accumuler de l'argent sans rembourser. Et quand ils ont commencé à me frapper maintenant avec les intérêts, j'ai dit, je comprends maintenant. Moi-même, si je veux lancer ma société de cartes de crédit, parce que quand ils commencent à calculer les intérêts, on calcule simplement, on ajoute. Et tu vas payer, tu te retrouves maintenant avec de l'argent que tu vas les payer. Tu vas les payer. Et chaque fois, donc infiniment, dépendamment de... Parce que l'éducation aussi, comme tu dis, parfois on arrive là, on prend la carte de crédit de 10 000 $, on sait qu'on a 10 000 $ à l'intérieur. On va swapper et utiliser 10 000 $. C'est très facile. Est-ce que tu veux rappeler ici le principe d'utilisation de la carte de crédit? Qu'est-ce qui est recommandé? Avant de parler de ça, je vais te dire que les banques font de grandes études de psychologie. Ils se basent sur des études de psychologie pour mettre des produits sur le marché.
en autre terme, pour mettre des cartes de crédit, de nouvelles cartes de crédit, des types de cartes de crédit sur le marché. Ce n'est pas au hasard. Ils ont étudié les tendances des clients, les tendances des personnes, les tendances des humains, des familles, des immigrants qui viennent. Ils ont étudié tout ça, il y a des études spécifiques, des case studies sur chaque... Avant de mettre un produit, ils savent que le client est là pour consommer. Ce que je vais recommander, à la base, je suis contre les cartes de crédit, à la base. Mais quand j'étudie le système, la notion de score de crédit, ou credit score, qui est juste un nombre qui évalue ta capacité à rembourser une dette. De manière simple, c'est ce que qui reflète juste... Qui reflète juste, ça ne reflète pas tes avoirs ou alors la richesse que tu as. Ça reflète juste ta capacité à pouvoir rembourser fidèlement un emprunt, une dette ou l'argent qui ne t'appartient pas. Et ce score va généralement de 300 à 850. Et il y en a certains qui n'ont même pas de crédit, qui n'ont pas de crédit score. Ce sont des gens qui ont décidé de ne pas vivre avec la carte. Donc fondamentalement, je serais contre la carte de crédit, de l'avoir. Surtout pour quelqu'un qui vient d'arriver. Mais je vais dire, avant de penser à prendre un crédit, ce sont les cas où je peux permettre, où je peux conseiller quelqu'un à l'avoir. C'est dans le cadre de bâtir son crédit. Mais avant ça, je vais me rassurer de plusieurs choses. La première chose, quel est ton rapport avec l'argent? Il faut qu'on t'éduque dessus si c'est que tu ne l'avais pas encore. La psychologie, l'argent est d'abord émotionnel avant d'être le papier. C'est d'abord spirituel ou émotionnel. Parce qu'on dépense l'argent avec nos émotions. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas appris à travailler ses émotions ou qui n'a pas appris à travailler sa relation avec l'argent, pourquoi l'argent? Là, c'est mauvais. Tu peux prendre $500, tu peux te tester. Prends $500, utilise, parce que le fait de prendre la carte de crédit, c'est déjà enregistré dans un système, dans des institutions qui se chargent de commencer à traquer. Si tu payes fidèlement tes factures, si tu payes fidèlement les dettes que tu as, c'est sur cette base qu'on établit ton score. Ce que je recommanderais à quelqu'un qui veut prendre la carte de crédit et bâtir son score, c'est tout simple. Dès que tu as travaillé ton mindset par rapport à l'argent ou au crédit, le mindset qui est de ne pas utiliser plus de l'argent, de cet argent, d'utiliser cet argent et de rembourser directement. Si tu peux faire, c'est bien. Mais je vais te dire que les statistiques sont encore là pour nous montrer. La recherche est encore là pour nous prouver que plus de 80% des personnes qui prennent cette dette-là ne remboursent pas à temps et continuent de payer ses intérêts. Sinon, ces banques n'existeraient plus. Si même les Américains qui sont ici n'arrivent pas, combien de fois nous qui venons même... Et ce que je recommande aux gens, c'est de garder la mentalité du pays. Yes. La bonne mentalité, les bonnes habitudes du pays là. En ce qui concerne les finances. Oui. En ce qui concerne les finances, c'est de faire comme si tu fonctionnais avec le cash. Seulement. Mais si tu décides, parce que tu ne peux pas empêcher les gens, si tu décides de prendre et tu vas bâtir ton crédit, parce que les gens vont te dire que comment alors je vais bâtir quand je vais acheter ma voiture, on va me demander le crédit score. Tu peux acheter ta première voiture cash. Tu peux acheter ta première voiture cash $2000 ou un truc simple. Used car simple. Tu fonctionnes même. Quand tu as déjà certains jalons de sécurité, tu peux maintenant prendre une carte de crédit. Moi, j'ai une seule carte de crédit depuis que je suis arrivé ici. Une seule. Ça ne m'empêche pas d'acheter ce que je veux acheter. Non, parce qu'on ne regarde pas juste ta carte de crédit. On regarde si tu payes bien tes factures à temps. C'est un ensemble de choses. Et toutes ces choses. Avec une seule carte de crédit, si tu es discipliné, et maintenant même je suis en train de m'en débarrasser parce que je n'ai plus besoin de carte de crédit. Je n'ai pas. Les gens vont dire que tu vas faire comment pour bâtir ton score. Je n'ai pas besoin de ça. Tant que j'ai suffisamment d'argent ou j'ai suffisamment de discipline pour faire certaines choses avec l'argent que j'ai, ça me suffit. Je vais prendre un exemple avant que tu ne contribues aussi. Quelqu'un qui vient d'arriver. OK. Ce que ton autre peut même faire, c'est peut-être de t'acheter, si c'est que tu n'es pas, ou alors tu travailles quelques 2 mois, si c'est que tu as vraiment besoin de voiture. Et les gens qui ont vécu chez moi ont fait ça. Il a acheté sa voiture $2000.
Je ne peux pas prendre mon exemple parce que j'étais déjà dans un négatif. Donc, je peux prendre son exemple qui nous a beaucoup fait du bien de voir son évolution. Une voiture de 2000 $. Ça lui a fait 2 ans. Wow. Il a attendu 2 ans. Et pendant ces 2 ans, le gars, il est entré dans l'armée. Comme on se disait, quand tu as l'autre va te corriger peut-être dans ce qu'il pense être bien pour toi. Et ça peut vraiment être bénéfique. Entrer dans l'armée, il ne parlait pas l'anglais. Partager mon expérience. Mon mari, pareil. L'anglais nous a permis, l'armée nous a permis d'apprendre beaucoup plus. Il est entré, il a épargné l'argent. 2 ans après, le gars avait épargné plus de 80 000 $. Wow. Je suis désolée, mais ce que les gens me racontent, ensuite il a acheté une voiture cash, une voiture cash d'environ 20 000 ou 30 000 $. Wow. Une meilleure voiture. Il avait une famille. Et puis, c'est à ce moment qu'il prend une carte de crédit. Prendre une carte de crédit juste pour peut-être booster son crédit score. Parce que bon, si tu dis à quelqu'un de ne pas prendre la carte de crédit, bon, il ne va pas comprendre ça. Il est fidèle dans sa carte de crédit. Il paye. Mais il se rend même compte que peut-être, il a pris parce qu'il y a des cartes de crédit qui donnent des rewards, des cashbacks. Il y a le cashback. Certains s'accrochent dessus pour prendre les crédits. Mais si tu t'amuses, les intérêts absorbent tous les cashbacks. C'est ce qui arrive. Tout ça, c'est le piège. Tout ça, c'est le piège. Calculé tout ça, c'est le piège. Mais si tu es discipliné, avec ta carte de crédit, d'abord pour qualifier pour le cashback card, il faut avoir eu des basic one. Il faut avoir montré que tu es fidèle à payer l'autre. Et si on ne te fait pas confiance, on ne va pas t'en donner. Wow. On va pas plus t'en donner. Wow. Donc, c'est ce que, si quelqu'un veut prendre la dette ici, il faut être très diligent et très discipliné. Parce que les émotions vont toujours prendre le dessus. Parce qu'il y aura toujours les problèmes à résoudre au pays. Il y aura toujours des tentations. Parce que la publicité dans ce pays, il y a tellement de choses qui te poussent à dépenser. Le système est fait pour te dépenser. Si tu viens avec la mentalité de dompter le système, tu mens. Le système est déjà préparé pour t'assujettir. Si tu ne viens pas avec une mentalité de combat pour aller à l'encontre, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu vas voir ta voiture de rêve, tu vas voir ta montre de rêve, tu vas voir ta chaussure de rêve, tu vas voir tes vêtements de rêve que tu as toujours rêvé. Et c'est proche de toi, hein. C'est pas comme si tout est là proche de toi. On dit seulement que c'est seulement toi qui veux. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Décide seulement, dis seulement que tu veux. Et quand tu n'as pas de plan, c'est facile. Imagine moi-même, en 9 ans que j'ai passé ici, qui est même la mentalité disciplinée, je suis tombée à plusieurs reprises. J'ai pris des mauvaises décisions entre-temps avant de rattraper directement. Le réflexe revient toujours pour dire c'est un muscle qu'on bâtit. Tu ne bâtis pas d'abord le muscle de la discipline, là, tu vas fléchir. Parfois, je me retrouvais dans un mall, j'ai dépensé 500 $, 1000 $. Je me demande, je rentre à la maison, je ne sais pas ce que je vais faire avec tout ça. Parce que parfois, avec les réductions de partout, tu as l'impression que tu sais les réductions de partout. Le stress du pays ici, où tu te dis que aller choper, aller faire les lèches vitrines, ça va te relaxer. Mais c'est la réalité si on te dit autre chose. C'est la réalité. La tentation de dépenser est au-dessus de ta tentation de gagner plus d'argent. Donc c'est généralement ça. Je dirais à la base aux gens d'éviter, d'éviter jusqu'à un certain niveau. Mais pour les cadres de consommation, d'éviter. Je préfère encore que quelqu'un prenne la dette. Comme je te dis, je suis en train d'éradiquer ma dernière carte de crédit pour ne plus en prendre. Pour ne plus en avoir sous le prétexte que je bâtis mon crédit score. Je n'en ai pas besoin en réalité. Après toutes ces années, je n'en ai pas besoin. Mais concernant par exemple le crédit score, on parlait du crédit score, on devait parler de ça. Le fait que, par exemple, pour prendre le loan de la maison, parce que la plupart, quand on arrive ici, là, après quelques temps, il faudrait que tu aies une résidence quelque part. Vu qu'on se base sur ton crédit score pour définir ton taux d'intérêt pour ta maison, est-ce que en ce moment-là, le crédit score ne serait pas important? Est-ce que tu ne devrais pas essayer de prendre ça au sérieux et être plutôt discipliné par rapport à ça, ou que de décider de l'éviter complètement? Parce que, bon, il y a certaines personnes, dès qu'ils ont déjà peut-être la maison, ils ont déjà leur voiture, parce que les deux gros loans qu'on a l'habitude de prendre, c'est la maison d'abord, et ensuite la voiture. Mais une fois que tu as déjà ça sur un certain nombre d'intérêts, avant, est-ce que maintenant tu peux te débarrasser et ne plus gérer ton crédit score?
Parce que c'est souvent un peu ça. Et tu sais pourquoi la pensée populaire, c'est de penser que tu ne peux pas acheter de maison sans crédit score? Bon, en tout C'est cas, parce que justement, les médias et les grandes compagnies poussent cette en information-là. avant. Yeah. Il y a ce qu'on appelle le manual underwriting. Tu peux acheter une maison sans crédit score. N'est-ce pas? Tu dois seulement prouver que tu payes tes factures, Mhm. tes bills, c'est tout. Mais on va le faire de manière manuelle. Ok. On va le faire de manière manuelle, c'est-à-dire il y a des formules. J'ai fait une formation dans ça. À l'époque, je voulais faire ça comme un side hustle. Ok. Et puis une formation de ça. Non, c'est juste, on fait des formules manuelles. On détermine, on voit sur 12 mois. On va juste te demander de venir sur 12 mois avec peut-être tes factures d'électricité, tes factures de ceci, tes factures de je ne sais pas quoi, parce qu'il y a plusieurs façons de prouver ça. 12 mois, on voit que tu as payé peut-être 24 mois, Wow. que tu es vraiment fidèle dans ça. Tu as payé sans Interruption, sans rester, sans sauter. behind, Yeah. sans sauter ou avoir un retard, sans avoir un retard. Et c'est cette information qu'on ne va pas pousser. Non, on ne va pas pousser ça. C'est même très peu de personnes qui maîtrisent, qui savent que ça existe. Le manual underwriting, tu n'as pas besoin de crédit score. Moi, je suis en train d'apprendre maintenant. Là, franchement, Tu n'as pas besoin de crédit score pour ça. Les banques, et c'était justement pour travailler pour des banques. C'est un ami qui m'avait hook dans ça. Okay. Il travaille pour des banques en plus de son travail. Tu vois, tu peux gagner. Dès que tu as un client, tu travailles avec le client. Tu remplis juste une série de formulaires. C'est long. C'est pénible à connaissant le système ou électronique. On fait ça, Tout ça est très rapide. Quand tu achètes même la maison, on te donne un gros document comme ça. Nous avons acheté une première maison. Donc je sais ce que c'est. C'est une pile de documents comme ça que tu signes seulement. Manual underwriting, c'est le same process. On t'explique les trucs, mais on calcule debt to loan value. C'est pour voir combien tu peux qualifier. Mais maintenant, si tu choisis cette voie-là, rassure-toi que tu as un bon down payment. Une mise de départ très élevée. Important, yeah. Tu vois, mais tu vas toujours acheter la maison. Même avec le crédit score que les gens sont en train de dire, tu as besoin d'avoir une... Si tu as la mise de départ très élevée, on ne va pas regarder les intérêts, c'est quoi? Tu vas diminuer ton money payment. Et puis c'est une question de mentalité. Même si tu achètes la maison, notre première maison, l'acheter, taux d'intérêt, après avoir refinancé 2%. 2%. Wow. C'est bien, non? Wow. Mais si je n'ai pas un plan pour payer cette maison rapidement, je vais payer en 30 ans le double de cette maison. Pareil. Yeah, that's crazy. J'ai vu c'est vrai qu'il y a une différence de montant entre le taux d'intérêt. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on doit dire aux gens, c'est de prendre du temps pour garder suffisamment d'argent pour payer. Oui, avant d'aller aborder. Le crédit score n'aura pas sa place. En réalité. Donc, ne prends pas la dette sous le prétexte que tu veux forcément bâtir le crédit score pour pouvoir avoir accès au mortgage. Non. Il y a des moyens d'avoir accès au mortgage de la maison, acheter la maison sans avoir de crédit score. Mais c'est bien. Mais c'est une bonne attitude si tu es discipliné avec l'argent et que tu sais gérer la dette. La dette, yeah. Mais ça, on parle de quoi? Des 10% de la population, des 20% de la population. So you have to make sure, tu dois te rassurer que tu fais partie de cette minorité-là. Maintenant, avec ton crédit score, qui est un atout pour toi, présente à la banque va dire, ah, cette personne, il va tout vérifier tes factures, on va tout vérifier si tu payes tes autres à temps. Cette personne est crédible, est fiable. Je peux lui donner 500 000 $. Je peux lui donner, disons que tu n'as pas de crédit score ou alors ton... Parce qu'il y a une différence entre ne pas avoir de crédit score et avoir un crédit score négatif. Hein? N'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Non, c'est deux choses différentes. Ne pas avoir de crédit score, c'est juste que tu n'as pas de dette. Donc le système ne te voit pas. Comment t'évaluer, il ne sait pas sur quoi t'évaluer. Il ne sait pas sur quoi t'évaluer, donc tu n'as pas de score de crédit. Tu n'as pas. Celui qui est négatif... ou celui qui est moins de 600. Moins de 600, ça montre juste que tu gères mal l'argent, tu ne payes pas tes factures. Le rouge partout. Et la banque ne peut pas te faire confiance. Non. Donc même celui qui a les dettes et qui a un mauvais crédit score n'est pas fiable devant la banque, n'est pas crédible. Tu vois la différence? Je vois. Donc soit tu décides d'être quelqu'un qui est dans de 700 en montant, ou alors ou tu n'as pas. Off. Yes, ou tu n'as pas de crédit score. Mais si tu es dans le négatif, tu ne peux même pas qualifier pour 100 000 $. Ou alors tu vas souvent voir les intérêts, les grands intérêts. Ou alors on va compenser ça avec un taux d'intérêt très élevé. Et ça te cloue encore sur... Mon mari avait un crédit score négatif. Quand je suis arrivée, il était dans 500. 500, 600.
Et on venait de lui vendre une voiture à 14%. Wow. Cette voiture a été plus une malédiction pour nous qu'une bénédiction. Parce que cette voiture, et en plus, et il y a tellement de choses à dire. Parce que même dans l'achat de ta voiture, il y a des stratégies. Wow. La voiture, après un an, cette voiture était foutue. Parce que les dealerships, c'est l'arnaque à un autre niveau. Crazy. Si tu ne pars pas préparé et sachant ce que tu veux, Ils vont te faire ça. le système est contre toi. Yeah. Le système financier ici est contre toi. Et si tu ne sais pas ça, tu vas faire tellement d'erreurs. C'est pourquoi la nécessité de s'éduquer est cruciale, Yeah. indispensable. Si tu as, pour un temps, soit peu, l'ambition de réussir dans tes Réussir. finances ici. Donc, il y a ces 3 catégories-là. Tu as un mauvais crédit, tu as un bon crédit ou tu n'as pas de crédit. Tu n'as pas de crédit. Ce que je recommande, c'est de rester dans le pas de crédit quand tu viens Ça vient d'arriver. d'arriver. Quand tu viens d'arriver. Mais au fur et à mesure que tu maîtrises tes comprends potentiels, déjà un peu, le système tu et t'intègres. tu maîtrises tes habitudes, tu as une meilleure psychologie par rapport à ton argent, tu as travaillé le rapport avec l'argent, Yeah. là, tu peux passer à une autre étape. Ok, ok. En tout Tu peux cas, passer à une autre étape de prendre peut-être la dette pour te générer de l'argent. C'est pas forcément besoin du de la carte de la crédit. carte de crédit. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est ce que les compagnies nous poussent. Comme on C'est dit ce là, que on est les submergé publicités, par ça, on est tout autour, submergé yeah, et- par l'information que la carte de crédit. Non, ça n'a pas besoin d'être la carte de crédit. Mais les choses qu'il faut éviter, et je répète, c'est les cartes de crédit de consommation dans les boutiques, dans les supermarchés. Supermarché, yeah. Là, je suis catégoriquement, je suis Yeah, contre yeah, ça. contre. On va te dire que tu vas avoir 10% sur tous les trucs, sur tous les achats que tu vas faire. Tu prends la carte. Je te dis que mon mari en avait 15. Like, si tu te fies seulement à ce qu'ils te disent, tu vas prendre les cartes de crédit partout et voilà. Et tu vas te retrouver à ne même pas savoir où payer quoi que Où ce soit. payer, Mais laisser maintenant, cesser. nous avons rendu nos finances, ou quand je travaille avec des gens dans le coaching, c'est de simplifier tes finances. Yeah. Si tu veux avoir la carte de crédit, une seule crédit qui est avec ta banque, deux ou trois, deux maximum checking account. Yeah. Généralement, on a un checking account en commun avec mon mari et puis chacun Chacun a... a son check-in Yes. de côté. Si tu rends ça simple, ta vie sera simple. Yeah. Maintenant, c'est quand tu commences à bâtir de la richesse, tu vas voir. Maintenant, c'est autorisé d'avoir plusieurs autres comptes. Comptes. Et c'est ça, ce sont les bons comptes qu'il faut avoir. Enfin, tu es content de les voir. Yeah, parce que c'est... Yes. Donc, pour moi, tu peux prendre la dette pour un actif. Oui. Yeah. Et même encore ça, j'ai d'autres recommandations à faire. Pas la dette de consommation. Pas la dette de consommation. Et puis, il faut faire de manière stratégique. Si tu prends la dette pour peut-être un business, pour acheter un business ou alors pour commencer un business, ou alors pour développer plutôt un business, Yeah. il y a d'autres trucs. Par exemple, comme couvrir ton entreprise dans une entité qui est séparée de tes biens personnels. Bon, mais ça, c'est un peu plus avancé. Là, maintenant, on parle de ceux qui viennent d'arriver. Ok. Yes. Oui. Prenons ça encore au bas niveau. Les gars, il y aura... Yeah. Liliane va revenir, les gars. Il y a tellement de choses qu'elle peut nous enseigner ici. Il y a tellement, et concernant les finances en plus. Et on ne peut pas se dissocier de la finance dans ce pays. Non. Impossible. Même pas en général. En général même, dans la vie. On parce a que besoin de l'argent pour tout. pour tout. Tu Voilà. veux aider ta famille, tu as besoin d'argent. Il te faut l'argent. Surtout nous qui venons, il te faut l'argent. Tu veux connaître de bien-être, tu as besoin d'argent. Tu vas aller à l'hôpital, tu veux aider quelqu'un tu as besoin d'argent. Dis-moi un aspect où l'argent est. Tu veux même te former, tu as besoin d'argent. Je suivais un monsieur récemment qui disait à la naissance, on a besoin d'argent pour t'accueillir. Et le jour où tu pars, mon frère, on a besoin d'argent pour t'enterrer. So, like, c'est pour ça que c'est un sujet qu'on va parler de ça ici plusieurs fois, Et on va être même encore plus spécifique parce qu'il y a beaucoup d'autres thèmes que j'aimerais qu'on discute ici. Par exemple, les taxes, le crédit score, les intérêts. Je sais que ces petits mots-là peuvent faire l'objet de tout un débat. Parce que si il faut par exemple parler des taxes, par exemple, on va juste faire une brève discussion par rapport aux taxes. C'est vrai que ici aux États-Unis, la notion de taxe, surtout quand tu commences à toucher un salaire un peu plus important, tu vas te rendre compte que tu entres dans une parenthèse de salaire où
c'est comme si on te coupe ton argent en deux. Donc, tu travailles 10 000 $, on coupe en deux, on prend 5 000 $. Là, it's crazy. Tu vois un peu. Et maintenant, je sais qu'il y a certaines stratégies. Il faut peut-être mettre sur pied. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aussi par rapport à ça. Pour ceux-là qui constatent qu'on coupe leur argent aussi de façon falamineuse. Surtout quand tu viens d'arriver avec la... Tu sais, en Afrique ou au Cameroun, tu peux grandir sans jamais savoir, sans même jamais avoir payé les taxes. Moi-même, je ne Tu peux même travailler sans jamais payer la taxe. Moi, je ne connaissais même pas. Parce que les systèmes sont différents. Mais ici, systématiquement, c'est régularisé. Le système en place est tellement structuré que tu ne peux rien faire sans payer la taxe. D'ailleurs, la taxe, c'est l'argent que tu vas le plus payer de tout ce que tu vas payer dans les États-Unis. De toute ta vie ici, tu vas payer le plus en taxes. Maintenant, c'est comment faire pour ne pas payer beaucoup de taxes. Mais avant de ça, légalement, bien sûr. Il y a des stratégies légalement, assez légales. Il y en a tellement pour payer. Et donc, la taxe ici, à la base, dès que tu touches ton premier salaire, dès que tu travailles, tu vas voir la taxe fédérale, la taxe de l'État qui est sortie, la taxe de Social Security, de la sécurité sociale qu'on te coupe obligatoirement, on ne te demande pas ton avis. Je crois que c'est dans les 6%. La taxe fédérale est dans je ne sais pas combien, mais le total, c'est dans les 20 à 24%, dépendamment de l'état où tu te trouves. La taxe qu'on retire de ton salaire. Mais ça, c'est en général. Mais maintenant, en fonction de ton income, en fonction de ce que tu gagnes, du montant que tu gagnes, la structure qui s'occupe de gérer et de régulariser les taxes ici, qui est le IRS, Internal Revenue Service, a défini les ranges. Les différentes les échelles. C'est pas comme... On fait un peu les enfants. En fonction de l'argent que tu gagnes, ou alors en fonction aussi de ton statut, si tu es célibataire ou si tu es marié. Donc le pourcentage qu'on te coupe est différent. Donc ça, c'est des choses que, bon, il peut faire apparaître sur l'écran pendant le editing pour que vous ayez une idée de comment ça peut se passer. Ça fonctionne. Je pense que ça, c'est encore, comme on disait, c'est tout un sujet. C'est très vaste. Mais sache que quand tu arrives, tu vas payer la taxe. Tu vas payer la taxe sur tout. Quand tu vas faire les courses, tu vas payer la taxe. Sur tout ce que tu achètes en réalité, tu vas payer la taxe. Sur ton salaire, tu vas payer la taxe. La taxe est partout et Uncle Sam est là pour récupérer son argent. Uncle Sam, c'est juste une figure, un système pour montrer comment le système américain fonctionne. Maintenant, il y a des stratégies. C'est pourquoi on dit qu'il faut intentionnellement s'éduquer. Parce que la finance est vaste. Chaque domaine est tellement vaste. Et les taxes, puisqu'on en est dessus, il y a des stratégies qui peuvent réduire peut-être le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, plus tu as des enfants, plus tu peux déduire le montant qui fait partie des deductibles. Il y a le nombre d'enfants. Il y a si tu as des actifs, si tu as un business, si tu as des maisons que tu loues, rental properties. En tout cas, il y a tout un ensemble de choses. Il y a tout un ensemble de choses. Je voulais juste prendre des trucs élémentaires que tu peux faire pour réduire mais la voie par excellence, c'est avoir un business. Avoir un business à côté ou alors un business que tu as acheté. C'est la voie par excellence pour réduire ces taxes. Mais les taxes personnelles, généralement, c'est plus tu fais l'argent, plus on te coupe des taxes. Moins tu fais l'argent, moins tu fais les taxes. Donc, ce qui fait qu'en fin d'année, quand tu remplis tes taxes, il y a une catégorie de personnes qui peuvent avoir un argent en retour, un refund. Et puis, si tu veux même encore comprendre ça, tu vas te rendre compte que ce n'est même pas bien pour toi d'avoir un refund. Parce que c'est un argent que tu aurais dû avoir. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Comme vous constatez, il y a tellement de choses, les gars. Je tiens à rappeler cela que Liliane, elle a une chaîne YouTube ici, Faith and Finance. Je vais laisser la description de sa chaîne ici. Les gars, là-bas, elle parle des finances. Donc, toutes les questions que vous avez, allez là-bas, vous allez voir, elle va vous répondre ça en détail. So, ici, on essaie juste de parler du basique. C'est vrai, Liliane pourra revenir ici par la suite pour qu'on parle pour d'autres sujets en profondeur, les gars. So,
On a beaucoup parlé d'elle. Yeah. So, on va un peu accélérer. On D'accord. va un peu accélérer. D'accord. C'est vrai que brièvement, pour toi, c'est quoi la liberté financière? Parce qu'on parle des finances depuis là. C'est quoi Oui. la liberté financière? De manière simple, Simple, yeah. pour moi, Mm. la liberté financière, c'est que je sois capable de faire ce que je veux, Mhm. quand je veux, Yeah, comme je veux. yeah. Et surtout, dans ce que je veux faire, c'est que je sois en train de faire ce qui m'épanouit, Yeah, sans avoir la contrainte financière, yeah. sans m'inquiéter de l'équation, de l'inconnu financier qui est à Yeah. l'intérieur. Yeah. Pour moi, la liberté financière, c'est que j'arrive à un niveau où mes actifs, mes business Mhm. génèrent l'argent, financent mon style de vie Mhm. et que je n'ai pas besoin de travailler en Ok. réalité. Ok. Que je travaille dans le but d'aider les gens, Mhm. que ce soit moi qui pourvoie plutôt que de courir après un salaire. Yeah. Pour moi, c'est ça. C'est à ce niveau que je vais arriver. Et je vais même encore aller plus loin, un niveau où je ne suis pas encore Mhm. et que j'aspire. C'est Yeah. vraiment ma vision. Parce que Ok. c'est les niveaux au-dessus de la liberté financière. Mhm. Parce qu'il y en a sept niveaux. 7 niveaux, yeah. Mais les deux niveaux qui sont... Il y a le niveau après la liberté, la liberté financière, oui, Yeah. c'est l'abondance. L'abondance. Yeah. Après l'abondance, c'est la transmission aux générations futures. Mhm. C'est-à-dire que je prépare l'avenir de mes enfants. Yeah. Pas l'avenir, au moins pour qu'ils commencent la vie à un certain niveau. À un certain niveau, yeah. Peut-être j'ai déjà payé peut-être la majeure partie de les études, Yeah. mes enfants et de mes petits-enfants. All right. Parce qu'il y a le livre de la sagesse qui est la Bible, Mhm. sur lequel je m'inspire beaucoup et que je parle beaucoup plus dans ma chaîne. Mhm. Il y a un verset qui me marque, l'un de mes favoris ou alors qui me motive. Le plus, yeah. Un homme de bien, une personne de bien, c'est celle qui laisse un héritage, non seulement de ses enfants, pour ses enfants, mais pour ses petits-enfants. Également, yeah. Ça veut dire que ma petite là, je dois pouvoir arriver à ce niveau, à ce dernier niveau de richesse, ce dernier niveau de liberté Yeah. financière, qui n'est pas seulement financier, Financier, yeah. qui est aussi dans l'épanouissement de la personne, Yeah. dans ta personne dans la globalité, Mhm. qui est de transmettre. Parce qu'il y a le niveau de l'abondance, c'est où tu donnes de manière généreuse. Généreuse, Tu as yeah. déjà, tu ne t'inquiètes plus de l'argent. Tu ne t'inquiètes, tes business sont déjà en train de générer. Tu te retrouves à toucher un 20 000 $ après les taxes chaque mois. Sans, tu vois un peu, Yeah, yeah. l'image, c'est, tu vois ces griches-là, Bill Gates Et tout ça. et tous ces trucs. Tu Yeah. penses qu'ils ont des soucis d'argent? Bill Gates a déjà assuré même peut-être sa 40e génération. Yeah. Telle personne a déjà, je veux dire du moins au niveau financier. Mhm. Mais maintenant, quand tu évolues un peu plus, c'est pourquoi ils sont des philanthropes. Les maintenant. philanthropes, yeah, en fait, parce que Ils donnent l'argent, ils aident à résoudre les problèmes de l'Afrique. l'Afrique, yeah. Et c'est ça qui me dérange souvent parfois avec nos mentalités. C'est qu'on veut se contenter du strict minimum. Du petit, Mais on yeah. oublie qu'on peut changer une catégorie de personnes quelque part. Juste parce qu'on a pris nos finances au Au sérieux. sérieux, au sérieux. On peut changer l'histoire de notre propre famille. Notre propre Pas notre famille seulement de nos enfants, Yeah. mais la famille qu'on a laissée en À Afrique. côté, yeah. Parce que c'est aussi l'une de nos responsabilités pour nous qui venons ici. C'est vrai que ça a son pour, ça a son compte, parce que parfois, Yeah. on exagère un peu, on s'oublie pour s'occuper de la famille en Afrique. Bref, ça c'est un autre débat. Je ne veux Yeah. pas arriver là-bas. Mais c'était juste pour dire que, pour moi, je ne m'arrête pas à ce qu'on appelle la liberté financière. Yeah, Je vais aller je vise un niveau un supérieur. niveau supérieur. Mais s'il fallait peut-être rester sur le niveau peut-être numbers, Ok. chiffres, tu vois un peu, parce que we struggle. Chaque jour, on fait face à nos chiffres entre les billes Tout à fait. et tout ça. Une des choses une des difficultés qu'on rencontre chaque jour, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Ok. Nous sommes Oui, contraints. tout à fait. Parce que je Les sais que options. la liberté financière apporte plus de choix. Yes. Beaucoup plus de choix. I'm not gonna lie to you. Il y a, comme par exemple, nous sommes assis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, par exemple, être assis avec nous, peut-être maintenant à telle heure-ci, mais ils sont contraints peut-être parce qu'il faut travailler, gagner de l'argent pour payer justement. une bill. So, c'est un peu ça. So, pour moi, je regarde un peu la liberté financière. Demain, pour moi, par exemple, être en mesure de vivre simplement de mes bénéfices. Oui. That's it. Like everything is checked down, and then ton entreprise te génère de l'argent et que tu C'est ça. vives uniquement de ça. C'est ça. Et comme tu as dit tantôt, c'est juste une étape. C'est C'est ça. juste une étape, la liberté financière maintenant.
va te permettre de débloquer, d'explorer la vie d'une certaine façon. Yes. Parce que ça me rappelle il y a un philanthrope, je ne sais pas si c'est un philanthrope, un entrepreneur naval, je ne sais pas si tu le connais ce monsieur. Je l'écoute, il dit ceci, parfois on lui avait demandé c'est quoi être heureux, le bonheur. Il disait ceci que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Oui, mais il aimerait que l'argent, parfois le manque d'argent, parfois va t'empêcher même de connaître ce que c'est que le bonheur. C'est ça. Donc il aimerait déjà que tout le monde déjà traverse cette barrière de liberté financière pour commencer à explorer ce que c'est que le bonheur. C'est ça. Voilà. C'est ça. Maintenant, pour répondre à ta question de manière spécifique, pour moi, comme je l'ai dit, la liberté financière en termes d'argent, c'est que je sois capable de vivre sur ce que me produisent mes actifs. Les actifs, Mais l'autre niveau que je veux atteindre de bonheur, qui est très intéressant, parce que nous tous, justement, chacun a... Pour moi, par exemple, je vais arriver à un niveau où je voyage, tous mes voyages de plus de 4 heures de temps, c'est en classe business. Oh yeah. Je ne réfléchis même pas, je book juste, peu importe la période, peu importe. L'autre niveau, c'est que j'ai du temps pour mes enfants. La famille, pour moi, c'est crucial. Je ne veux pas reproduire d'où je viens. Je veux me forger une famille où je suis présente, où je suis là, impliquée dans la vie de mes enfants. C'est pourquoi la notion pour moi de construire un héritage qui va au-delà de mes enfants est très important pour moi. Je parle du voyage, pourquoi? Parce que ça m'a toujours étonné de voir les gens dire « Je ne peux même pas rentrer au pays. » Parce que regarde tous les enfants que j'ai, seulement le billet d'avion va me coûter 10 000 $, 20 000 $. Le choix en plus. Je veux pouvoir avoir le choix de partir sans réfléchir, sans avoir une contrainte financière que non, il faut que... Parce que ce sont les choses qui me... Je veux pouvoir... parce que l'un de mes rêves, c'est de construire une grande organisation, un grand centre de réhabilitation. Et c'est pourquoi je dis c'est important d'avoir un plan, d'avoir une vision de ta vie. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas dépenser l'argent dans n'importe quoi. Mais quand tu as une vision, tu sais que non, mon organisation a besoin de 100 000 $ dans les 10 prochaines années. J'ai besoin de fournir ça parce que ça fait partie des choses qui vont m'épanouir. Ça fait partie du but de ma vie. Je sais que si j'accomplis ces choses, je serai heureuse d'avoir contribué dans la terre, même si je meurs. C'est pourquoi les gens ont peur de mourir. Et c'est ça que je suis en train de changer dans ma perspective aussi. Quand je travaille sur mes finances, je ne veux pas arriver à un niveau où j'ai tellement peur de... Non, il faut que je travaille sur mes objectifs financiers très tôt pour que je puisse réaliser les choses. Là, ok, je sais que si mon temps arrive, tant mieux. Et je ne sois pas un fardeau pour ma famille qui va réfléchir que non, on va créer des disputes et toutes ces choses-là. Ça, c'est un narratif que je ne veux pas créer. Mais c'est des choses ça vient de la décision. Si tu ne te donnes pas une décision, une vision de vie, on dépense n'importe comment parce qu'on n'a pas de vision. Parce qu'on n'a pas de vision, parce qu'on n'a pas encore découvert ce pourquoi on est sur la terre. Parce qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas donné des objectifs. Et c'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu es un homme de vision, d'objectifs. La première fois que j'ai parlé avec toi, directement j'ai su que ça c'est quelqu'un qui a de la matière. Et c'est quelqu'un qu'il faut garder, il faut rester à côté. Parce que quand je vais voir tes vidéos, je vais voir ton mindset, je vais voir comment tu réalises des choses. Je me dis, je te donne juste 2 ans, je te donne juste 5 ans. Et Victor sera quelqu'un de différent. Thank you. Donc c'est un peu ça. Exactement, la première fois qu'on a discuté, c'est la même... c'est la même impression que j'ai eue. Tu sais, on dit souvent que, dépendamment de ton mindset, il y a certaines choses que tu as l'habilité d'identifier. Oui. But you have to be ready first. Yes. Parfois, tu vas voir pourquoi toi tu es capable d'identifier et une autre personne qui a autour de toi n'est pas capable. Justement. Why not? So you have sometimes to be in the same mindset. Yeah, so Liliane, merci encore, vraiment, merci. On apprend tellement de tout ce que tu es en train de dire là maintenant. Et ça fait un moment, hein, mais bon les gars, je pense que Liliane va devoir revenir une autre fois. Okay? On va encore l'enchaîner avec quelques questions pour qu'on conclue simplement. Et il y aura une autre partie sûrement, les gars. Il y a tellement, il y a beaucoup à dire qu'elle veut partager avec nous. Voilà. So,
avant de conclure ceci, pour quelqu'un qui arrive aux États-Unis et qui s'est retrouvé dans les dettes et tout, et qui est submergé par les finances, et quel conseil pourrais-tu lui donner ou quelle stratégie est-ce que tu peux lui donner pour sortir de la dette et commencer à se déplacer en direction de l'indépendance financière? Parce que c'est it's just a way. Ok, je vais commencer par dire que je comprends cette personne-là. J'ai été à ce niveau-là. Même si ce n'est pas moi qui ai contracté la dette, mais le mariage, tu embrasses tout. C'est comme si j'avais épousé quelqu'un qui a le million, moi aussi. Voilà, donc ça va dans les deux sens. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est le contrat du mariage. J'ai été là, je connais ce que c'est que les pressions de la dette. 60 000 $, c'est pas petit. Les gens vont dire qu'il y a ceux qui ont 200 000 $. Mais pour rembourser ça, dis-toi qu'il n'y a aucun échec. Aucun échec n'a besoin d'être final. Aucune détresse, aucun fardeau ou détresse de la dette. Tu n'as pas besoin de rester là. Tu n'as pas besoin d'être ça, ton narratif. La deuxième chose, c'est que ta dette ne t'identifie pas. Ce n'est pas ton identité. Si tu te dis que non, j'ai la dette et tu restes... Non, la dette, ce n'est qu'une transition de ta vie, une période de ta vie. Ça n'identifie pas qui tu es. Non. Au contraire, tu peux tourner les choses en ta faveur. La dette peut être un témoignage pour toi demain, comme ça l'est pour moi. Quand j'aide les gens à rembourser leurs dettes dans les coachings, quand je parle, je sais ce que c'est. Quand je leur demande de payer un certain prix, je sais ce que c'est. Ce que ça m'a coûté de payer un prix pour pouvoir payer ça en 3 ans. La première des choses que je dirais à une telle personne, c'est de connaître tes chiffres, tes nombres. Tu ne peux pas prétendre vouloir rembourser la dette si tu ne sais pas ce que tu as. Parce que c'est le cas qui arrive. Les gens savent que j'ai la dette de 20 000 $, mais je ne sais pas ce que c'est. Tu dois devoir faire un inventaire. Tu dois prendre un stylo, prendre un bout de papier ou prendre un Google, un Excel et mettre, lister tes dettes, de la plus petite à la plus grande, et mettre les montants. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'identifier pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux rembourser la dette? L'argent, l'extra, là, tu vas faire quoi avec? Et c'est le problème de plusieurs d'entre nous. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. Pourquoi? Définis your why. Pourquoi est-ce que tu... Moi, c'était clair. Je savais qu'il faut que je disais à mon mari que je ne peux pas dresser le lit sur lequel je dois dresser le lit de la même manière dont je veux me coucher dans 5 ans. Et pour ça, il faut que dans 5 ans, on ait déjà acheté une maison. Il faut qu'on ait déjà payé toutes les voitures. Il faut qu'on ait déjà remboursé tous les types de dettes qu'on a. C'est pourquoi, donne-moi 5 ans. Je sais qu'on va le faire. Et c'est en mettant les chiffres et en regardant que tu fais une projection. Et c'est ça, tu fais une projection. Quelqu'un a dit, tout ce qui n'est pas écrit n'est rien. C'est pareil pour les objectifs, c'est pareil pour les finances, les objectifs financiers. Tu dois les écrire et savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Quels sont tes objectifs? Tu dois te projeter. Maintenant, après avoir fait ça, tu vas réfléchir. Est-ce que je dois gagner plus d'argent pour vite rembourser ça? Tu dois penser aux stratégies pour pouvoir rembourser. Après avoir réfléchi aux stratégies, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas sortir de la dette sans payer le prix. Surtout, les prix à payer vont rentrer dans quoi? Tu vas regarder ton budget. Tu vas voir les choses qu'il faut enlever, les souscriptions qu'il faut enlever dont tu n'as pas besoin. Si tu enlèves cette partie, ce qui est sûr, c'est que tu vas pouvoir diminuer une bonne partie. Une bonne partie, parce que c'est beaucoup plus dans la manière dont on gère l'argent. Les dépenses qu'on fait qui affectent beaucoup plus. Donc, peu importe le montant, peu importe. Et tu dois te dire, je me donne 2 ans en fonction du montant. Je me donne 2 ans. Nous, on s'était donné 5 ans, mais ça nous a pris 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres trucs qui sont entrés dans l'équation. On a gagné plus d'argent. Tu vois? Et quand tu gagnes plus d'argent, tu n'augmentes pas ton style de vie. Tu gardes ton même style de vie. Tu rembourses. Tu dompes, tu rembourses. Tu dois être ce qu'on appelle gazelle intense. La gazelle, quand elle fuit son prédateur, la gazelle est connue pour être l'animal qui court,
qui accélère. Yeah. C'est la même image. Tu dois être agressif avec ça. Si tu n'es pas agressif et que nous, on n'a pas eu de vacances, je suis désolée, mais le sacrifice implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses, yeah. C'est peut-être les 2 ou 3 dernières années qu'on a commencé à voyager. Wow. On n'avait pas de vacances, on n'allait pas dans les restaurants. On a mangé chinois pendant plus de 6 ans. Ouh. On n'allait pas. Maintenant, je peux aller dans un restaurant à Washington, D.C., Yeah. m'asseoir et dépenser une facture de 5 000, 1 000 $ sans que ça ne me dérange. Nice. Je ne suis pas en train de me vanter, mais je veux dire, je suis content de donner ces résultats parce que ça m'a coûté un grand prix. Un grand prix derrière. Ça m'a coûté un grand prix. Et je le dis pour que tu t'imagines aussi la possibilité. Les options, comme tu as dit, les choix que tu peux avoir. Yeah. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour sacrifier. Il y a un temps pour ne pas aller en vacances. Il y a un temps pour ne pas manger dans les restaurants chics. Nos vacances, c'était aller visiter les amis. On va en Pennsylvanie, on va au Maryland, passer un week-end, passer une semaine. C'était ça pendant un temps. Mais on savait où on allait. Même dans le choix, parce que certaines personnes arrivent ici et elles veulent directement faire les enfants. Non, il faut qu'on fasse vite nos enfants. Chacun a ses choix. C'est bien. Mais comme je dis souvent aux gens, moi, avec ma situation, ce n'est que ma situation spécifique et quelqu'un peut se retrouver dans le même cas où tu embrasses plusieurs dettes à la fois quand tu arrives. On s'est donné 3 ans avant de commencer à avoir les enfants. Quelqu'un va dire que non, mais on s'est dit, on ne peut pas avoir les enfants dans cette situation. Il faut que moi je trouve du travail. Il faut. C'est juste pour partager les sacrifices qu'on a dû prendre. Parce qu'on se disait, si on n'assume pas cette dette, ça va nous suivre. Ça va suivre. Et maintenant, l'esprit dans lequel on est, c'est de ne plus en prendre et de garder le même mindset. Parce que on peut toujours rentrer. Ce n'est pas un chemin retour. Ce n'est pas que tu ne peux plus faire de chemin retour. Non. Pas one way. Donc, c'est ce que je vais dire à la personne, c'est qu'il y a des sacrifices. Et chacun, en fonction de son contexte, a des sacrifices qu'elle doit faire. Si c'est diminuer l'argent que tu envoies au pays, tu vas devoir diminuer. Pendant de longues périodes, pendant plusieurs années, on aidait la famille que c'était des urgences. Parce que je me suis assis, j'ai parlé à ma famille. J'ai dit que si vous vous attendez, parce que je suis aux États-Unis, je ne peux pas faire ça. C'est la dette que j'ai. C'est le problème qu'on a souvent ici, les immigrants. On ne veut pas être transparent avec nos familles et ils se disent qu'on a beaucoup d'argent. J'ai fait asseoir. Une fois, j'ai eu une conversation avec ma belle-mère. Je lui ai dit, comme elle est ici, je lui ai présenté les factures. Vois toi-même. J'ai dit que regarde, quand on va finir de payer cette dette, aujourd'hui, on peut donner l'argent facilement. Et tout le monde est content parce que c'est souvent ça, tout le monde est content. Parce que l'erreur souvent c'est que toi déjà tu n'es même pas content et même tu te bats, tu envoies même le petit de l'autre côté, même de l'autre côté on n'est pas content parce que ce n'est pas exactement ce que tu voulais faire. Exactement. Mais si dans une communication ouverte et simple, tu peux dire voici la dette que j'ai. Parce que c'est le conseil qu'on m'avait donné avant que j'ai appliqué. Je ne pouvais pas savoir si on ne m'avait pas donné ce conseil-là. Va voir ta famille, il voit sa famille et vous parlez. Voilà les dettes qu'on a. Et c'est ça qu'on rembourse. C'est notre focal. Dès qu'on a fini ça, donc on ne gérait que les urgences. Peut-être si quelqu'un n'a pas l'école. On peut gérer, juste un peu, tu vois. Pas plus. Les urgences, les deuils et toute autre chose. Mais pas plus. Mais maintenant, on est un peu plus lâche. Parce que nous sommes dans la capacité. Il y a cette analogie-là. Quand on voyage dans l'avion, qu'est-ce qu'on dit? Pour mettre les masques au cas d'incident. Même la nature. C'est difficile. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas? Je ne peux pas. C'est pourquoi ça devient un problème quand tu donnes ce que tu n'as pas. Parce qu'en réalité, tu prends la carte de crédit, les dettes, et tu transmets de l'autre côté. Et les gens ne seront jamais satisfaits. Donc là, maintenant, tu crées d'abord un creux, déjà, qui est la dette pour toi-même. Tu seras mal à l'aise. Et de l'autre côté, tu es en train de construire une autre image même de toi. Que tu ne peux pas et que tu dois continuer à préserver. Et ça ne t'aide pas sur le long terme. C'est pourquoi certaines personnes, par leur faute, pas tout le monde, se retrouvent des années après ici, toujours dans la dette. Toujours dans la dette. Donc il y a un sacrifice à payer. Il y a un prix à payer qui est inéluctable parce que les bonnes choses ne s'obtiennent que par les sacrifices. Et puis, ce que je vais dire, éduque-toi. Continuous education. Éduque-toi sur les moyens de payer la dette. L'un des trucs que nous avons expérimenté, c'est la dette cancellation. L'armée, l'un des avantages pour mon mari, l'armée lui a pardonné 12 000 $ de dette. Il y avait un programme. Donc, juste toujours pour parler des avantages de l'armée, que je n'ai pas mentionné au début.
La mère lui a pardonné 12 000 $. Donc, dans les 60 000, plus de 60 000 $ qu'on avait, quand la dette a été pardonnée, mais on était content. Soulagement. Imagine, 12 000 $. 12 000 $, ça allait nous prendre a combien? lot. Ça allait nous prendre même peut-être encore 1 an à 6 mois pour payer ça. Yeah, that's a lot, that's a lot. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et ça, c'est parti de quoi? Toujours de la recherche. La recherche, Quand tu es yeah. dans le mindset, tu as déjà vu quand peut-être tu penses à une voiture, quand tu conduis, tu vois cette voiture partout. C'est la même chose. Yeah. Si tu te focalises, ton énergie est sur rembourser la Tu dette. concentres l'énergie. Tu vas voir que même l'univers va rassembler les éléments, informations yeah. pour te trouver. Yeah, yeah, yeah. C'est comme ça que ça se passe. That's 100% true. Ça, Yes. c'est vrai à C'est comme 200%. ça. ce que C'est ça. tu dis Donc, là. si tu veux te Je concentrer dis. sur tes finances, l'univers, même le AI aujourd'hui, les recommendation system, quand tu tapes sur YouTube, ça va te recommander les mêmes vidéos. oui, Tu vas voilà, te retrouver voilà. dans un environnement où quand tu ouvres YouTube, tu tombes sur des vidéos qui peuvent t'intéresser. Yeah. Donc, c'est la même chose. Yeah. C'est le même système de pensée. All right, all right. So, Mais pour juste te dire, Mhm. pour conclure ça, c'est possible, peu importe. Et il y a des témoignages des personnes même ici qui font des témoignages, avoir remboursé 500 000 $, avoir remboursé 1 million de dollars. Ce n'est pas les petits 60 000 que je peux avoir, que j'ai eu, mais il y a des gens qui remboursent plus que ça. Donc même si tu as des études d'un nombre de 100 000 $, c'est possible de les c'est rembourser. possible. Si tu es éduqué et que tu mets sur pied la stratégie La qu'il faut, stratégie qu'il yeah, faut, you can et la make it. discipline et un bon mindset Yeah. et la patience, tu laisses le temps agir, tu vas y arriver. All right. Thank you Liliane for that. Vraiment, merci les gars. C'est possible. Il n'y a pas de que oh, je n'en peux plus, je suis fatigué. Non, une stratégie graduellement, un peu, jusqu'à you gonna make it. Like, elle parle avec des cas réels. Parce que moi, c'est ce que moi j'aime. J'aime pas on bavarde parce qu'on a entendu ici. Là, elle prend des cas assez réels, palpables. Et comme elle a dit, il y a assez de témoignages qu'elle peut en parler avec nous ici. Une bonne stratégie et surtout l'éducation, comme elle vient de dire là. On s'éduque, hein, comme je vous dis, moi-même je suis là. Tout ce qu'elle est en train de dire là, moi-même je veux m'asseoir encore et réécouter ça. Je suis le chef pour écouter, surtout quand il y a des trucs que j'ai ratés. Je vais remettre ça, réécouter. Et s'il y a même les incompréhensions, je vais revenir lui poser la question. Et vous-même, peut-être qui regardez là, vous laissez les questions en commentaire. On va prendre les questions et peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. So, parlant même d'éducation ici, bon, vous-même pouvez constater, Liliane ici, elle est assez précise avec ses conseils, avec sa maîtrise en finance. Et Liliane, est-ce que tu peux nous donner quelques endroits ou alors des bouquins où on peut aller puiser un peu de connaissances, un peu comme YouTube. dans le YouTube. YouTube sans hésiter, surtout pour des personnes qui sont beaucoup plus visuelles. Visuel, yeah. YouTube, c'est une très bonne ressource financière. Si tu veux apprendre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, YouTube n'est plus ce que c'était en 2010. Yeah. YouTube a révolutionné en tant que ressource éducative, yeah. surtout dans le domaine des finances. YouTube commence par là. Yeah. Maintenant, évolue avec les livres. Il y en a tellement de livres sur la gestion financière. Si tu es ici immigrant, ici, tu viens d'arriver aux États-Unis, je vais te recommander une série de livres comme par exemple, si tu veux travailler sur ton mindset, ton rapport avec l'argent, Yeah. The Psychology of Money, Psychology of Money. la psychologie de l'argent, Yeah. The Hustle, j'ai oublié son- Yes. Morgan Housel. Morgan, exactement. Très facile. Maintenant, si tu veux comprendre le système financier, il y a The Money Makeover de Dave Ramsey. J'ai lu ce livre et ça navigue sur comment aborder la dette, comment payer la dette, les systèmes de retraite, les systèmes d'investissement, donc toutes tes options. Okay. Et puis j'ai lu aussi, bon, puis, bien sûr, le Rich Dad, Poor Dad. Ah, ça, c'est quelque chose que tout le monde doit lire. Il y a Grow and Think Rich. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Yeah. Think and Grow Rich. Il y a The Millionaire Next Door. Yeah. Il y a celui-là, celui de Babylone là. Il y en a tellement. On appelle ça comment Il y en a tellement sur The Richest Man Amazon. in Babylon. I think Yes, something like that. yes, Yeah. The Richest Man of Babylon, c'est ça. Donc, ce sont les livres qui m'ont aidé. Et plusieurs autres, la liste est longue. J'ai lu beaucoup de livres jusqu'à maintenant. Yeah. J'ai écouté beaucoup de livres, j'ai des livres de référence. Yeah. Et tout ça. Et puis j'ai des livres qui vont avec des guides. Des guides également. Il y en a Saving, Investing, Spending de Garrett, j'ai oublié le nom. Je peux mettre tout ça, je vais donner pour qu'ils mettent ça en description. Mais j'ai toute une panne, il y en a tellement. Yeah. Maintenant,
J'ai acheté des cours, Ok. des financial courses. Courses, yeah. Yes, j'en ai 2. J'ai acheté un de Dave Ramsey Financial Peace Yeah. University, PFU. Yeah. Je crois que c'est $79. Il te retrace Un peu encore. tout le système et comment gérer ton argent efficacement. Efficacement, yeah. Il y a ça et il y a Our Rich Journey de stock investing et puis de financial independence. Yeah. Yes, j'ai aussi acheté ce cours, ça m'a coûté près de $200. Ok. Mais ça t'explique tous les différents comptes que tu peux créer ici aux États-Unis pour atteindre la liberté financière. Wow. Ça t'explique comment déterminer ton numéro de ton fire number. Wow. Le montant que tu peux avoir à un certain âge pour te considérer, pour aller à la retraite jeune, tôt. Donc, il y a des trucs comme ça, c'est tellement des calculs, tu fais ceci, tu fais ceci. Tu sais qu'à partir de tel âge, j'aurai besoin de tel montant pour aller à la retraite et vivre et investir ça dans tel endroit pour pouvoir avoir chaque année, j'ai le montant que je peux vivre pour l'année. J'enlève de mes investissements. Okay. Donc, c'est passionnant de naviguer tout ça là. Mais quand tu as fini la dette, tu es illimité. Tu as les options incroyables parce que tu as la marge, tu as l'argent pour mettre. Mais quand tu as la dette, tu es limité. Mais si tu investis pendant que tu as la dette, c'est même encore grave. N'est-ce pas? Oui, si tu investis pendant que tu as la dette, imagine que tu ne seras même pas dans un mindset préparé pour calculer le risque de l'investissement. Parce qu'il y a déjà un négatif. Parce qu'il y a un négatif. Et ton énergie, il y a une partie de ton énergie qui est concentrée, qui te stresse, qui est concentrée sur la dette que tu as. C'est pour ça qu'on dit aux gens, surtout les dettes de consommation, je préfère dire ça comme ça. Finis les dettes de consommation, pendant ce temps tu t'éduques. Tu t'éduques avant de commencer l'investissement. Quand je dis l'investissement, ce n'est pas les fonds de retraite. Non, les fonds de retraite, tu peux les commencer même quand. Mais l'investissement du genre business, acheter un business, faire ceci, faire ceci, faire ceci, investir là-bas, investir là-bas. Si tu as tes jalons de sécurité qui sont un fonds d'urgence, 3 à 6 mois généralement, si tu as payé ta dette, tu peux commencer à étendre tes horizons. Maintenant, tu es plus posé pour calculer le risque et prendre ton temps. Je vais te dire pourquoi. Quand on avait la dette, j'avais une opportunité d'acheter un business. Mais quand je réfléchis, je dis que mince, je vais prendre la dette, $50,000, parce qu'il me fallait $50,000 pour acheter comme down payment. Alors que j'ai une dette de $30,000, ça ne tient pas. Ça ne passe pas. J'ai dealé cette... Mais quelqu'un d'autre va peut-être juger mon point de vue. Non, mais je n'aurais pas la paix si c'est que ce business-là, en tant que novice, novice, surtout que tu n'as si ce business-là ne marche pas, je fais comment? Je fais comment? C'est pourquoi il faut d'abord avoir ces jalons de sécurité avant de prendre un certain risque. Parce que tout investissement, c'est un risque. Avant de prendre les risques. Donc, c'est généralement, c'est un peu ça. All right, Liliane, vraiment, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, les gars. Vraiment, il y a tellement, vous voyez, elle a parlé d'investissement tout à l'heure là. C'est encore toute autre chose. Voilà. On va y revenir. Les gars, on va revenir plus tard. Vraiment, merci Liliane, une fois de plus d'avoir accepté. De rien, c'est un honneur pour moi. De venir ici aujourd'hui. C'est la toute première épisode de Infinite Learner Podcast. Donc les gars, ici, on est ici pour apprendre, les gars. On est ici pour apprendre. La première des choses, d'abord, c'est de reconnaître qu'on ne connaît pas. C'est ça. Comme ça, on commence à apprendre chaque jour. Surtout quand on vient d'arriver ici. Moi-même, ça ne fait que 3 ans que je suis dans ce pays. Du coup, je suis ouvert à tout apprentissage. Et je suis content d'être entouré de personnes comme Liliane. Comme je vous ai dit, que moi, je peux observer leur pas, ce qu'ils sont en train de faire. Et ça match vraiment avec là aussi, j'aimerais me voir dans les 5 années à venir. Du coup, merci encore une fois de plus, Liliane. Et on espère que Dieu va nous donner la chance et que plus tard, tu pourras revenir ici pour partager. Je reviendrai encore, certainement. Une de tes connaissances. Les gars, merci. Si vous avez des questions, si vous avez aimé, les gars, n'hésitez pas de liker et abonnez-vous, les gars. Posez les questions en commentaire. Posez les questions. Si vous avez des choses, posez en question. Et on pourra revenir dessus plus tard.